Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode spécial Japon. On vous l'avait promis il y a un an qu'il y aurait un deuxième épisode sur le Japon. Un épisode où au lieu que ce soit moi qui prépare des trucs, un épisode ce sera les chroniqueurs qui prépareront des choses parce qu'après tout ce sont de véritables spécialistes, que disent des véritables experts finalement de la chose nippone. Et c'est très intéressant parce que du crew de l'année dernière, on a avec nous Raphaël. Raph, t'es toujours là, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. En plus, t'es à ma gauche, t'es en présentiel. Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très bien. J'ai passé une journée. Une journée Voilà. une journée, c'est cool. Voilà, c'est quand tu dis à quelqu'un, voilà, t'as passé une bonne journée, bah, tu sais que forcément, elle a peut-être pas passé une bonne Ouais, journée. bah Le oui, truc, oui. t'as passé une journée? Oui, très bien. Et toi? Très bien. Ok, d'accord. Mais ça vaut mieux passer une journée que pas de journée. Ah oui, bah, Voilà, parce que sinon ça veut forcément. dire qu'on est Mort. ailleurs. Voilà. Du coup, Nico, ça va toi? Bah moi ça va très très bien, je suis très heureux de Yes. rempiler pour un second spécial Japon. Second spécial Japon. Et pour empiler pour un second spécial Japon, on a aussi Maxime qui nous fait l'honneur de sa présence. Maxime, c'est cool que tu sois là parce qu'à la base, tu ne devais pas forcément être là. Donc ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Comment vas-tu? Moi, ça va mieux depuis que j'entends ta voix dans mon oreille, mais sinon, ça va. Oh, c'est beau ce que tu dis, N'est-ce c'est pas? beau. Ah là là. Et malheureusement, chers auditeurs, nous n'avons pas pu avoir Michael ce soir avec nous, car il a d'autres choses à faire, des choses de la véritable vie. Mais fort heureusement, une autre personne s'est proposée pour nous rejoindre notre petit crew sur le Japon. Et je veux bien évidemment parler d'Elia. Elia, ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Hola, ça va bien. Je suis très contente d'être parmi vous pour cet épisode sur le Japon. Eh bien, nous aussi. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que je t'ai introduit en dernier parce qu'il me semble que tu as une petite question à poser à nos trois spécialistes du Japon finalement. Exactement. Vous avez peut-être la réponse, vous n'avez peut-être pas la réponse, vous allez me le dire. Mais moi, je m'intéresse depuis peu au Japon. Et je me pose la question de pourquoi le Japon est devenu aussi hype ces dernières années. Comme le manga d'ailleurs, on en parle tout le temps, je vois des articles partout sur les ventes de mangas qui explosent ces dernières années. Et je me posais la question de pourquoi en ce moment ça devient ultra hype par rapport à avant. Est-ce que les deux sont liés? Est-ce que pas du tout? D'où est-ce que ça vient? Qui est très légitime, je trouve. Ouais, Est-ce ça, que ça, ça l'un va de vous en ça va être complexe à Ça va être expliquer. compliqué, ouais. Je pense que avec la chronique de Nico, on va tenir un bon épisode avec juste cette question. Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une raison. Ouais, mais peut-être que vous pouvez chacun avoir Alors, vos idées moi il y a respectives. quelque chose déjà qui serait à définir dans ta question, c'est qu'est-ce que c'est par rapport à avant? Genre où tu te situes, si c'est genre il y a 10 ans, 20 ans ou plus? Parce que pour moi, en fait, la relation entre la culture populaire du Japon et si on prend la France, elle remonte à beaucoup plus loin, peut-être à la fin du 19e. Donc je pense qu'il y a une hype peut-être qui dure depuis cette époque. Oui, non, je parlais vraiment quelque chose de beaucoup plus récent. Je parlais typiquement de ces dernières années où, de manière, très populaire, tu vois? Par exemple, j'entends de plus en plus de gens qui ont envie de déménager au Japon, enfin, ça devient un petit peu une destination, quand tu demandes aux gens: «Ouais, c'est où que tu as envie de partir en voyage?» Les gens, me parlent vachement du Japon maintenant alors que j'aurais posé cette question, il y a 5 ou 10 ans, j'en entendais pas tant parler que ça. OK. Parce que c'est vraiment beaucoup de choses qui sont mises ensemble, mais il y a déjà une partie, c'est qu'on va dire, c'est le Club Dorothée en France, qui a vraiment, on va dire, amené le manga avec Ken le Survivant, Nicky Larson, Ranma 1/2, Dragon Ball surtout, en France, et du coup, ce qui fait que la plupart des gens qui ont 30, 40 ans, maintenant, c'est ceux qui ont du coup grandi avec ça, et ce qui fait que ils ont donné ça à leurs gosses, et ils ont du coup amené aussi le fait que on acceptait un peu plus, parce que moi quand j'étais petio, je veux dire, lire des mangas c'était pas cool du tout, hein, fallait fermer sa gueule là-dessus. Maintenant c'est beaucoup plus accepté, donc du coup on a peut-être plus de facilité à le dire aussi. Et il y a aussi une autre chose qui est très importante actuellement, c'est que il faut savoir que le manga en France, ça remonte justement au Club Dorothée, mais par exemple aux États-Unis, c'est relativement récent. C'est vers la fin des années 2000 où eux, ils ont découvert justement Dragon Ball et Dragon Ball Z, alors que nous, c'était bien avant. Et en fait, le fait que les États-Unis découvrent ça, ça a ouvert un nouveau marché au manga qui du coup a relancé des nouveaux jeux Dragon Ball, qui a relancé du coup des nouveaux shonen qui étaient du coup à destination d'un public plus global, on va dire plus mondial, et du coup ça a amené à plus de communication là-dessus, et ça a amené également à plus de public, à des œuvres qui étaient du coup plus adaptées à un public peut-être plus européen. Et je pense que c'est un peu
tous ces facteurs-là qui ont fait que actuellement c'est du coup beaucoup plus étendu, beaucoup plus mainstream avec plusieurs guillemets, sans parler évidemment de la production d'œuvres nippones qui est bien supérieure en termes de quantité qu'à cette époque-là du coup. Ok, très intéressant. Je pense qu'il y a un marché aussi qui se développe et qui touche énormément les personnes de notre âge ou même un peu plus jeunes. Et du coup, ça s'insinue aussi dans notre quotidien d'avoir des références culturelles japonaises. Et du coup, je pense que ça crée des vraies passions chez des gens qui suivent, par exemple, qui suivent des animés, des mangas, ou même qui jouent à des jeux vidéo depuis tout jeune. Donc peut-être qu'en grandissant, les envies évoluent et du coup, tu as envie de plus t'impliquer dans la culture, quitte à déménager au Japon, y vivre, ce genre de choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est intéressant que tu parles justement de cette passion qui se crée parce que justement, enfin, j'ai remarqué que j'ai commencé à beaucoup en entendre parler et les articles que j'ai lus, ces derniers temps, ça parlait vraiment des ventes de mangas qui avaient explosé à partir de 2020 en fait avec le covid et le début des confinements et tout et qu'à partir de ce moment-là, c'était remonté encore plus Il y exponentiel, a peut-être eu qu'avant. aussi l'aspect, le pass culturel. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Parce que Ah ça oui. a vraiment, je veux dire, enfin, tu donnes, je sais plus combien c'est, si c'est 100 ou 300 balles Je crois que c'est à 300. des gamins de 15 ans à dépenser comme ils veulent, du coup, dans des bouquins ou des trucs comme ça, bah, ils vont forcément acheter plein de mangas parce que, bah, on les comprend, c'est quand même cool les mangas, quoi. À cet âge-là, nous aussi, on n'aurait pas pris le dernier Honoré de Balzac. Voilà, parce que c'est long et chiant. Alors qu'on préfère prendre un truc un peu classouille, je veux dire, à base de Berserk, lisez Berserk par exemple. Mais du coup, je pense que ça a joué aussi dans l'année 2020 où ça a vraiment explosé. Parce que quand tu fais tous les collégiens quasiment 300 balles fois le nombre de collégiens, tu vois, genre ça va vite monter en chiffres, quoi. Ouais. Je pense aussi que, comme avait dit Nico, tu as aussi la part de jeux vidéo qui tire la part du lion pour au moins faire une base de personnes qui s'intéressent après au Japon. Que tous les grands noms ou presque des consoles de salon qu'on a connus quand on était jeune, que ce soit Sony, que ce soit Nintendo, etc. C'est des noms qui restent et il y a même une forme derrière de culture de la société japonaise qui est intéressant à travers les principaux héros qu'on a de jeux vidéo. Donc je pense qu'il y a une initiation aussi par le jeu vidéo qui, avec le côté littéraire des mangas, c'est un peu la porte d'ouverture sur le pays en question et de manière générale, le Japon, il en joue aujourd'hui. C'est l'une des principales sources de vision du pays pour en tout cas les jeunes générations. Alors évidemment pour les moins jeunes, il va y avoir peut-être des voitures, etc. Enfin d'autres grandes entreprises qui sont connues Bien sûr. dans le cadre mondial. Mais je pense que c'est surtout littéraire et jeux vidéo ludique qui va donner la porte d'entrée à beaucoup de gens, beaucoup de jeunes Bien sur sûr. le pays. Et je me permettrais de rajouter une toute petite chose. Alors moi, j'y connais pas grand-chose au Japon, mais si je ne m'abuse, c'est marrant que tu aies ce point de vue que c'est très récent que les gens s'intéressent au Japon, alors qu'en réalité, dès le 19e siècle, avec l'ouverture du Japon au monde, tu as justement beaucoup d'Européens, alors bien sûr parmi les populations les plus aisées, qui vont s'intéresser beaucoup à l'art japonais. Et ça, il me semble que ça porte un nom dont j'ai totalement Le oublié, mais c'est japonisme. vraiment... Le Japonisme. japonisme, c'est En fait, ça, ouais, exactement. c'est à l'ouverture du Japon, tu as tout à fait raison. Et t'as notamment des peintres, des artistes, tu as une influence aussi dans la littérature, la musique. En fait, ça touche tous les arts et en particulier, c'est la France en fait qui est hyper influensée Ça, par le Japon. Et on tout a le un monde énorme lien en fait. tous les artistes se mettent à l'heure japonaise à cette époque. Et en fait, ouais, le lien, il perdure jusqu'au début du XXe siècle. Et Ouais. je pense qu'il a jamais vraiment cessé, même si à certains moments ça a pu être un peu plus diffus. Mais je pense que enfin, la France a une relation, en tout cas privilégiée avec le Japon, c'est sûr. OK, Je, via l'art. Via l'art, l'art, ouais, ouais, c'est tout à ça, fait. exactement. Ouais. je voudrais juste rajouter un truc parce que Raphaël parlait de porte d'entrée. Et il y a aussi un aspect peut-être qu'on oublie un petit peu, c'est tout bêtement en fait Netflix. Parce qu'il faut pas Ah oui, diminuer justement cet aspect-là, c'est que nous à l'époque justement quand on voulait avoir des mangas, bah fallait savoir ce qu'on cherchait parce que genre il y en avait beaucoup moins dans les librairies et autres. Et quand tu voulais les regarder à la télé par exemple, même si c'est des animés, mais bon va parler de mangas en règle générale, bah il y en avait très peu à la télé. Il y en avait un peu, mais c'était pas non plus la folie. Et en ouais. fait ça a commencé, nous quand on avait 14-16 ans, ça passait un peu à la télé, tu vois genre sur certaines chaînes de la TNT, mais sinon c'était assez difficile. Et avec l'apparition de Netflix, d'ailleurs, pour certains tweetos, c'est un peu horrible, c'est la sous-génération, parce qu'eux, ils ont découvert les animés avec Netflix, que je trouve totalement débile. Enfin, je veux dire, c'est cool qu'ils découvrent plus d'animés, quelle que soit la manière dont ils le découvrent. Et du coup, je pense que ça a aussi démocratisé vachement, parce que quand t'as juste à appuyer sur le bouton bas, et puis on te propose plein d'animés, et dans le cas de Netflix, plutôt de qualité, bah forcément, ça a tendance aussi à plus t'encourager à en regarder.
sachant que du coup, ils font devenir ça un petit peu plus mainstream dans le sens où c'est présenté au même titre que les autres séries du monde. Et également d'autres productions japonaises, coréennes et autres qui ont beaucoup de succès sur la plateforme. Ouais, c'est Et clair. d'ailleurs, c'est en réalité notre cas, je pense à Elia et à moi, parce que moi je me sens un peu comme ça, même si Maxime, tu m'as un peu éduqué en termes d'animé quand on était ensemble au lycée, mais j'en regarde beaucoup plus depuis qu'effectivement ils sont sur Netflix en réalité. Et comme tu dis, c'est des mangas de qualité qui sont dessus. Et je pense que Elia, à mon avis, ça doit être un peu pareil pour toi. Tu t'intéresses plus au Japon parce que tu as plus la possibilité de t'y intéresser, j'imagine. Ouais, bah, clairement, bah, je pense que moi, j'ai eu un peu le tout en même temps parce que pareil, comme, j'avais expliqué, dans une de mes chroniques, avec le confinement, en fait, ça fait que j'ai plus eu le temps de regarder ça et puis j'avais des potes qui étaient déjà bien enfin, qui baignaient déjà bien dans la culture du Japon et tout, donc ça m'a donné plus de temps pour m'y intéresser, en fait et comme tu dis, en effet, via Netflix, tu as aussi cette facilité-là qui fait que en fait, ça devient quelque chose de quotidien, sans que tu t'en rendes compte. Ça me rappelait, à l'époque, genre il y a une dizaine d'années, où, tu devais, genre s'il y avait des animés qui t'intéressaient, les chercher en ligne et des fois c'était souvent d'ailleurs, c'était traduit par des fans, c'était même pas des traductions officielles Les pour avoir fansubs dégueulasses sur Dailymotion, on connaît tous. ouais, Oh my god. c'est clair et là, c'est une époque qui est totalement révolue avec Netflix. Ouais, c'est clair. Bah, l'époque du streaming un peu sale, n'existe quasiment plus. C'est tant Et- mieux parce que justement, il y a des gens qui reprochent aux jeunes générations de découvrir du coup des animés via Netflix et que du coup ce seraient des faux fans. Et j'ai envie de dire, il y a quoi de bien à découvrir des animés en 360p dégueulasses, mal compressés, avec des fansubs la moitié du temps, avec des écritures dégueu en rose ou en pastel. Je veux dire, je vois pas quelle légitimité on a de plus. Je veux dire, c'est tant mieux qu'ils découvrent ça en HD avec une bonne qualité et une bonne traduction, quoi. Ouais, clairement. C'est clair. Vu qu'on est en train de parler de ce qui se passe pour nous, finalement de cet élan culturel japonais que l'on reçoit, nous, de notre côté en France, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a plein de choses que nous, on ignore sur le Japon, plein de petits phénomènes sociétaux qui se passent là-bas. Je crois que Maxime, tu en as quelques-uns à nous expliquer, je pense. Ouais. Je vais présenter quelques mots, quelques notions purement japonaises et qui sont vraiment un peu uniques à leur société. Alors bien sûr, on va me dire que c'est pas forcément le cas, hein, ça va être des choses assez larges, assez précises, mais on va dire que les notions en question, elles sont assez courantes au Japon. Par exemple, la première notion que je vais vous expliquer, c'est la notion d'ikikomori. Donc Ouais. ikikomori, alors déjà le dire c'est compliqué, mais qu'est-ce que c'est? Alors en fait, il s'agit de toute une branche de la population nippone qui est d'ailleurs en augmentation ces dernières années, de personnes, alors surtout des hommes mais pas que, qui globalement ne sortent pas de chez eux. C'est-à-dire ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas forcément d'occupation ou quoi que ce soit, ils juste ne sortent pas de chez eux, à part si vraiment ils ont besoin. Donc c'est des personnes qui ne font pas forcément le ménage, qui vivent souvent dans des conditions à moitié insalubres, et tout simplement parce qu'ils ressentent un énorme malaise social qui sont liés à pas mal de facteurs très nippons. Les facteurs en question, ça a souvent on va dire des traumatismes liés à l'école, parce que vous savez qu'il y a énormément de harcèlement scolaire au Japon. Lié à ça, il y a également une énorme pression scolaire. Ça veut dire qu'en fait, les parents vont mettre une énorme pression histoire que l'enfant réussisse ses examens, etc. Et certains font un burn-out, alors même qu'ils n'ont pas forcément 18 ans. Et du coup, à partir de ce moment-là, vont s'enfermer en fait, donc dans les jeux vidéo, dans les animés, dans ce genre de choses, et tout bonnement rester chez eux. Il y a également l'aspect, on va dire, de l'enfant un petit peu roi, on va dire, parce qu'il faut savoir que comme la démographie nippone est très en berne ces derniers temps, c'est souvent des enfants uniques et du coup qui vont être vraiment, vraiment l'enfant gâté, quoi. Et ce qui veut dire que du coup on lui laisse tout passer, y compris le fait de j'ai pas envie d'aller à l'école, bon ok d'accord, il y a pas de souci. Et ce qui fait que du coup en l'absence de coups de pied dans le cul, en fait ils restent juste chez eux. Donc c'est un souci qui vraiment se développe, hein. Comme je disais, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi pas mal de femmes, et de plus en plus justement des gens qui sont tellement socialement pas bien dans leur peau, etc. Ils ont tellement du mal à communiquer avec les autres et à comprendre le monde dans lequel ils sont, qui préfèrent juste rester chez eux parce que le dehors en fait les terrifie globalement. Alors bien sûr, il y a plein d'autres raisons et des choses plus particulières, mais voilà, c'est un truc qui est très japonais et comme je disais, leur nombre est pas nécessairement si petit que ça, quoi. On peut vraiment parler d'un phénomène à ce niveau-là, et c'est pas juste comme nous où des fois on va se commander à bouffer parce qu'on a la flemme de sortir faire les courses. Non, là on parle vraiment de gens qui sortent pas pendant des mois. Et voilà. Je sais pas si vous en aviez entendu parler ou pas. Alors, je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais je connaissais pas le terme du tout. Et je sais pas quoi penser de tout ça en réalité. Trop. C'est un phénomène de société, hein. Comme a dit
dit Maxime, c'est quelque chose qui est quand même un peu propre, la notion même, le nom, etc. Du Japon. J'avais déjà entendu personnellement, ouais, ça j'avais déjà vu aussi pas des documentaires, mais des photos, enfin des ressources sur le sujet en question. Après, c'est quelque chose, enfin c'est dans un peu de peine, mais Ouais, ça me fait de la peine un peu en fait, c'est ça le truc. en même temps, derrière, il y a des raisons aussi, hein. C'est ça, il y a des explications. Ça, en fait, c'est le plus triste dans l'histoire, c'est qu'en fait la société nippone est tellement ancrée dans ces moules, on va dire à l'ancienne, c'est-à-dire faut aller dans des bonnes universités, faut faire tel truc, que tous ceux qui rentrent pas dans les moules, ont tendance à en être exclus en fait de cette société. Et puis on va dire le Japon a pas forcément à cœur justement de laisser des personnes différentes ou avec des avis différents ou avec des difficultés particulières, hein, que ce soit des handicapés ou autres, ils ont pas forcément à cœur de les intégrer. Justement, ils ont tendance à plutôt essayer de les oublier, tu vois, les cacher sous le tapis en disant non mais si on a l'impression qu'ils existent pas, ils existent pas. Ouais. Toi tu connaissais Nico ce terme-là? Ouais, j'en avais entendu parler, pareil. Mais enfin, c'est vrai que c'est dur d'avoir un avis vu que c'est pas notre société. C'est vraiment hyper spécifique. Et en fait, Maxime, ça me fait penser à un truc, à ce que tu as dit par rapport aux personnes qui n'ont pas leur place dans leur société et qui, du coup, vivent un peu cachés, dissimulés. C'est le cas quand tu vois, par exemple, des sans-abri au Japon. En fait, clairement, ils se cachent. C'est pas comme chez nous, où souvent tu les vois dans des grandes artères de rue assez fréquentées, ou qui demandent de l'argent près des restaurants ou des magasins. Là, il faut vraiment chercher pour en trouver. Et c'est des gens qui se cachent, en fait, tellement c'est la honte, en fait, d'être sans-abri. Alors, pour les sans-abri, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'il y a effectivement des gens qui sont dans la mouise à cause d'eux. T'as d'autres types de SDF, ça veut dire des gens qui travaillent, mais qui du coup vont aller dormir dans des cafés internet, par exemple, parce que ils ont pas les moyens de payer un loyer. Donc du coup, c'est des gens qui travaillent mais qui restent sans abri. Et il y a des troisième, on va dire, catégorie de personnes, ça va être des gens qui ont des dettes. Et il faut savoir qu'au Japon, si jamais t'as des dettes, mais que on va dire tu disparais de la société pendant 20 ans, en fait ta dette elle est effacée. Ah ouais? Ouais. Ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de SDF où ces gens ils ont trop de dettes et du coup ils disent bon nique sa mère, je vais me cacher quelque part et puis en fait tant qu'ils me retrouvent pas en fait j'ai rien à payer puis au bout d'un moment, au bout de 20 ans tu peux revenir à ta vie tranquillou et ta dette est effacée. C'est horrible. Voilà. Mais il faut savoir effectivement par contre les Japonais ne font pas la manche. En tout cas, c'est très rare. Ça peut arriver, hein, mais c'est très rare. Et en fait, ils ont tendance plus à travailler, entre guillemets, pour du coup se payer des trucs. Et en fait, par exemple, on va voir des SDF, en fait, ramasser des ordures, genre des canettes, des choses comme ça, les ramener, si vous voulez, dans une déchetterie. Et en fait, dans la déchetterie, ils vont lui donner quelques yens ou kilos, quoi, de ce qu'il ramasse. Ok. Ok. Ouais, donc j'aurais peut-être pas dû commencer sur ce genre de truc. Non, mais au contraire, t'as d'autres phénomènes sociaux japonais, du coup, en réserve. En fait, un principe qui est très japonais, en fait, chez les Japonais, justement, et ça fait partie un peu de ce que je disais sur le fait de on va cacher, on va oublier, on va rentrer dans un moule, c'est qu'ils ont deux notions, les Japonais, c'est le one et le tatemae. Donc, en fait, c'est des espèces de masques, globalement, que les Japonais vont se mettre, et je parle pas de masques littéraux, mais de masques métaphoriques, hein, évidemment, où en fait, globalement, ils ont différents modes de pensée. Donc le tatemae, c'est la personne que tu vas être socialement, c'est-à-dire la personne de l'extérieur, globalement, et ça va être ton toi poli. C'est-à-dire le japonais qui dit jamais non. Ça veut dire le japonais qui dit ah non mais il y a pas de souci. Le japonais qui est toujours serviable, toujours gentil, que dès que son patron demande de faire des heures sup, il va dire ah oui, il y a pas de problème, vous inquiétez pas, je suis à fond, etc. Et le deuxième mode qu'ils ont, c'est le honnet, qui en fait là c'est son vrai lui, etc. Et c'est son vrai, ce qu'il pense vraiment. Ça veut dire c'est globalement c'est là où ils vont dire, et c'est souvent aux amis proches ou à la famille où ils vont dire putain lui il me casse les couilles, là c'est pas normal, putain franchement j'en ai marre de ce boulot de merde. Mais globalement ils ont vraiment deux modes de pensée très distincts, contrairement du coup en Occident, où genre nous quand on a quelque chose à dire à ses potes, on va le dire, on se pose pas plus la question que ça. Quand quelque chose est pas possible, on va le dire, on se pose pas plus de questions que ça. Mais eux ils ont vraiment ces deux choses, leur moi on va dire de convenance entre guillemets et leur moi on va dire intérieur. Et du coup c'est assez passionnant justement de se dire à quel point la société est différente à ce niveau-là, juste à cause de ça, juste parce que globalement ils peuvent pas être eux-mêmes entre guillemets. Ouais, ils ont pas le droit, en fait. Pour eux, c'est pas bien de dire ce qu'on pense. Ok, putain la vache. En fait, c'est parce que nous au final on a un peu le même. Enfin,
vais faire une citation de Shakespeare qui a été usée et surusée, mais on porte tous des masques et le monde est une scène. Mais au final, nous, on fait pareil, mais là, ça a l'air d'être tellement plus En exacerbé. fait, c'est surtout que Et ouais, c'est nous on flippant, le quoi. fait uniquement dans le travail. Eux, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. C'est si t'es pas un ami hyper proche, jamais ils vont te dire quelque chose. D'ailleurs, pour dire, en fait, les Japonais vont jamais dire non. Par exemple, si tu vas dans un magasin et tu veux dire ah est-ce qu'on peut faire ça, ils vont jamais te dire non. Ouais. Ils vont dire ah c'est difficile, je sais pas, faudrait voir, etc. Mais en fait, le non pour les Japonais, c'est très mal poli. D'accord. En fait, c'est pour ça moi je sais comment le dire, mais c'est très mal poli de dire non en japonais. C'est-à-dire, par exemple, si jamais un gars te demande vous êtes américain, faut jamais lui dire non. Faut dire non, mais vous vous trompez. Enfin, faut lui dire vous vous trompez globalement. Mais jamais Ok. non, tu vois. Ça, c'est Ah, la trop vache. définitif pour eux. Bah, c'est ouf. Et du coup, Raph et Nico, vous connaissiez un peu ça aussi ou Les masques sociaux, ouais, c'est Ouais. Oui, pareil, c'est c'est quelque très, chose très qui est. spécifique. C'est quelque chose qu'on a nous aussi. Oui, c'est hein. ce que je disais, on Mais l'a noté, mais ça a l'air c'est- d'être vraiment mais plus c'est plus. pas quoi. voilà, c'est pas au même niveau. Parce que il y a encore, comme disait Maxime tout à l'heure, le fait que il y a le poids de la société et la version de vivre ainsi. Il Ouais. y a un chemin tracé. Pour réussir, tu dois travailler. C'est presque même à l'excès. Parce que du coup, Ouais. comme tu dois travailler, si on te surprend en train de dormir, par exemple, quand tu travailles, c'est bon signe. Parce que ça veut dire que Alors tu es ça, par fatigué contre, de ça ton a été travail. vraiment... Enfin, c'est une légende urbaine apparemment. Hein. Ah oui? Parce que Ouais, j'ai eu un c'est que reportage globalement, sur si ça il y tu a pas dors au longtemps. boulot, bah, en fait, ils vont te virer, quoi, parce que dormir au boulot, c'est pas bien. Parce qu'ils avaient fait un reportage dans une entreprise japonaise qui avait justement un patron qui montrait ça et qui disait que c'est pas grave si ses employés ils prenaient une sieste parce que c'était bénéfique de toute façon dans la journée. Comme de toute façon c'est souvent le cas quand tu fais une sieste, hein, Apparemment, ça c'est reste très rare, bénéfique. en fait. D'accord, Alors, donc c'est un les vraies dispositif. entreprises, les bonnes entreprises, elles font pas ça, quoi. Ça, je Ça veut savais dire, pas. Ok. c'est pas si courant que ça, on va dire. Et toi, Nico, tu l'as ressenti quand tu étais au Japon, ce principe de masques sociaux, un peu? Ouais, ouais, de ouf. Bah, en fait, du tu le tout. ressens d'autant plus quand t'es étranger parce que t'es vraiment pas habitué, donc tu te le prends de plein fouet. En fait, je sais plus qui disait ça, je sais plus si j'avais lu dans une vidéo, enfin vu dans une vidéo ou quoi, mais où en tant qu'occidentaux, souvent t'as l'impression que justement, en fait, au Japon, ils sont pas francs, ils ont l'air un peu faux, alors que c'est juste en fait ce qu'expliquait Maxime, c'est leur manière d'être. C'est juste qu'on n'est pas habitué. C'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire que globalement, constamment, quand tu parles à quelqu'un, bah, ils sont faux. Mm. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Et il faut savoir d'ailleurs que, par exemple, c'est très difficile d'avoir une conversation, en fait. Ouais, d'avoir une conversation franche, ouais. Et même une conversation, c'est-à-dire qu'ils vont te parler du temps, de comment ça va la santé, etc. Mais vraiment une discussion, on va dire, comme nous on peut avoir, de raconter notre vie, comment ça se passe au boulot, la journée qu'on a passée, ce genre de choses, bah c'est très rare pour les Japonais. Ils font vraiment du small talk, quoi. C'est vraiment parler de choses banales. Bah c'est ça, il n'y a jamais de choses forcément importantes. Voilà, c'est un peuple qui est très sur la retenue, à quelque niveau que ce soit. Et c'est pour ça que c'est finalement pas très étonnant, et ça se rapproche justement un peu des hikikomori, c'est qu'en fait, c'est pas très étonnant, du coup, certaines personnes n'arrivent juste pas, en fait, à ça. Ah oui. Mm, mm. Et du coup, qu'ils s'en soient exclus. Toutes les personnes qui peuvent pas s'empêcher d'être, qui souffrent du fait de pas pouvoir être eux-mêmes en société, tu m'étonnes qu'ils aient pas envie de sortir et qu'au final ils peuvent être bien que chez eux, là où ils peuvent être eux-mêmes, Ouais. quoi. C'est ça. Mais sachant que c'est pour ça, quand on voit des images de gens dans la rue avec des cosplays bigarrés, etc., et que les gens, quand ils disent « Ah, on va aller au Japon, là-bas, ils me reconnaîtront comme je suis, je sais pas quoi », non. Non, ouais. enfin, je veux dire, tu vois personne dans la rue être habillé n'importe comment. Il y en a, évidemment. Et la plupart des gens, ils sont habillés tout à fait normalement, et encore avec moins de personnalité que nous. Et justement, souvent, la personnalité, justement, vestimentaire, c'est l'un des seuls trucs qui peuvent se permettre. Une des seules excentricités, on va dire. C'est-à-dire un gars, il va être habillé, je veux dire, n'importe comment, avec des pics sur la tête ou je sais pas quoi. Et puis tu vas aller lui parler, il va dire « Ah oui, désolé monsieur, oui, pas de souci. » Tu vois ? Ouais. C'est ça qui est assez marrant, c'est vraiment ce décalage entre ce que les gens pensent que le Japon est et ce qu'il est vraiment. C'est pas un pays de liberté, on va dire, dans lequel tu peux t'exprimer comme ce que tu es vraiment. Et à aucun niveau que ce soit, hein, que ce soit pour même juste au moment si t'es homosexuel ou etc. Ça les dérange pas, tant qu'ils le voient pas. Ouais, tout est caché en fait. C'est ça. Et ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas de problème avec une frange de la population, mais tant qu'elle est invisible. Oui, ce qui fait qu'en fait c'est un problème, quoi, du coup. Mais non, D'une certaine manière. il n'y a pas de problème si tu le vois pas le problème, Marc. Ouais, si t'as ce mindset, ouais. Voilà, mais tu vois, genre le Japon, c'est ça qui est un peu... qui est passionnant aussi, c'est qu'en fait, comment ils en viennent, parce que c'est l'hypocrisie. Par exemple, je vais vous parler d'un autre truc, bon, qui est un petit peu plus olé, dirons-nous. Ouais. J'avais vu du coup une vidéo là-dessus il y a quelques temps, sur la prostitution au Japon. Et c'est un sujet qui est passionnant, parce qu'en fait, elle représente l'hypocrisie de la société japonaise de manière assez frontale, en fait. Dans le sens où il y a énormément de femmes, apparemment, je crois que c'était une femme sur 6
qui avoue s'être prostitué à un moment de sa vie au Japon. Ah oui. Énorme. Ça fait beaucoup. Énorme. En fait, c'est souvent pour payer leurs études, pour pouvoir se payer des sacs de créateurs ou ce genre de choses. Mais chez eux, tant que les gens ne savent pas, tu vois, genre, c'est pas un problème en soi. Ok. Voilà, ça c'est le premier truc. Et deuxième truc, Ouais. en fait, ils ont là-bas, c'est interdit la prostitution. Ça veut dire Ok. que t'as pas des prostituées dans la rue qui vont demander de venir. Par contre, ce qui est permis, c'est par exemple, tu as ce qu'on appelle des soaps. En fait, c'est Ouais. des bâtiments dans lesquels, en fait, tu vas te faire laver par une jeune femme. Ah. Tu vas être nu et tu payes pour te faire laver. Par contre, s'il se trouve que pendant qu'elle te lave, elle te fait une turlute ou il se trouve que tu glisses, on va dire qu'il y a pénétration sexuelle, ah bah, c'est ballot. Mais bon, elle devait être consentante parce que tu n'as pas payé pour du sexe, tu as payé pour te faire laver. Ouais, Donc c'est permis. c'est un bordel caché, quoi, en fait. C'est ça, mais c'est permis ça. Et tu vois, c'est très marrant justement, Ouais. c'est cette hypocrisie japonaise justement de la société où c'est caché, et tant que c'est caché, c'est ok. Mais Tout le monde le sait, mais personne ne veut le voir, quoi. c'est ça. Et je trouve que c'est passionnant d'un point de vue sociétal, mais c'est aussi un peu effrayant. C'est pour ça que faut pas non plus penser que le Japon est un pays parfait. Loin de là, il a énormément de problèmes, très divers, et surtout sur la tolérance, tout bêtement, et à l'acceptation de chacun. C'est pas un pays très woke, on va dire. Ok. Très bien. Très bien, très bien. T'as une autre particularité sociale à nous faire partager, Non, je vais Maxime, peut-être ou... m'arrêter là, sinon on va finir par se suicider. Donc, Et ils ont beaucoup de choses comme ça. En fait, ils donnent un nom souvent à quelque chose qu'ils font. Ouais. Et en fait, c'est pas une tendance, mais c'est quelque chose qui souvent revient. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, par exemple, j'ai vérifié le nom, en fait, ce qu'ils appellent le inemori, où tu cultives un peu la sieste minute. Il y a Ouais. des choses qui sont tolérées où tu peux effectivement dormir. Alors, modérément, bien sûr, au boulot, hein, Bien mais sûr. ça montre aussi que c'est vraiment quelque chose de culturel. C'est À alors partir que du moment où ils le nomment, c'est que ça devient quelque chose de normalisé, quoi. oui, voilà, il y a ça aussi qui rentre en compte, quoi. en fait, D'accord. ils adorent mettre les choses et les gens dans des cases, Ouais, ils aiment bien les cases, quoi. histoire de les normaliser justement, mais sans totalement, tu vois. Je vois. Enfin, Ça l'individu reste a tendance ça à reste un pays s'effacer dans- d'étiquette, quoi. Tu disais quoi, Nico? Que je disais que l'individu, il a tendance à s'effacer en fait dans plein d'aspects de la société aussi. Ouais. Ouais. Du coup, ça Mais participe. faut pas avoir, faut avoir de la personnalité parce que c'est bien, mais pas trop. Mm, mm. Sachant Ouais. que par exemple, je pense que si jamais tu passes un entretien d'embauche là-bas, faut à aucun moment dire que voilà, t'as confiance en tes capacités, que tu as genre, faut pas faire parler ta personnalité ou dire que tu es spécial. Non, justement, faut dire je vais rentrer dans les rangs. Ça sera beaucoup plus vendeur. Ok. Ouais, c'est vraiment deux conceptions différentes de la société, quoi. C'est ça qui est ouf, hein. Bah, Franchement. même deux conceptions différentes, on va dire, on va dire, en tant qu'individu, ce que tu peux apporter à la Ouais. société. Parce que c'est vrai que dans les pays occidentaux, on a tendance à dire que ta personnalité va avoir tendance à apporter à la collectivité, globalement, que la différence fait la force. Au Japon, c'est vraiment très, très différent. Bon, après, là, c'est la théorie, on est bien d'accord que bon, c'est pas si Dans la simple que pratique, ça. Mais c'est pas trop ça non plus chez nous, mais. non, je sais, c'est Et pour ça, ça que c'est je disais une ça, autre mais dans la histoire. théorie, ça devrait. Mais Bah, c'est hyper intéressant en tout cas ce que tu nous racontes, Maxime, parce que moi c'est des choses de la société japonaise, j'en avais absolument aucune idée, donc merci beaucoup pour ton je intervention. Et parce que c'est vrai que c'est très... des choses qu'on voit pas dans la pop culture, hein, très Ah peu. non, En non, tout c'est vrai, c'est ça, c'est des choses qui sont cachées finalement aussi dans cette pop culture qu'on nous transmet. Et c'est très intéressant que tu aies parlé de gens qui restent enfermés chez eux à longueur de journée, parce que je crois que Nicolas, tu veux nous parler de quelqu'un qui lui n'a pas fait ça. Exactement. C'est vrai, Ça va comme superbe, transition superbe transition, j'adore. Merci. Nous, on va reparler en fait de sujets historiques encore, hein. Et je crois que je me suis pas mal habitué dans ce podcast à parler de ça. Et notamment, en fait, je trouve que les histoires d'étrangers qui sont partis vivre au Japon dans le passé, jusqu'à parfois devenir des samouraïs, hein, carrément, c'est des histoires qui sont fascinantes. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Ces rares aventuriers, explorateurs, dont les récits où s'entremêlent mythes et réalité, sont devenus de vraies légendes populaires qui sont encore vivaces de nos jours. Bien sûr, on pense tous au film préféré de Raphaël, Le Dernier Samouraï, dont le personnage principal Yes. est librement inspiré du français Jules Brunet, mais ça, je Jules laisserai Brunet, Raphaël Oui, oui. en parler un jour dans une super chronique. Yes, un jour. Peut-être. Il est vrai. Ce ne sera pas aujourd'hui du coup. Et non, ça sera pas aujourd'hui. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, mais Ça a failli. Et comme ça, on fait monter, tu vois, l'attente, on La hype. tease pour plus tard. Mais il n'y a pas que Jules Brunet, on peut aussi citer Yasuke, un ancien esclave noir africain qui s'est établi dans le Japon du XVIe siècle. Ou dans un autre contexte, on a Giuseppe Chiara, qui est un moine jésuite qui a servi d'inspiration au roman et au film Silence. Mais Trop bien. pour moi,
Oui, mais on l'a vu ensemble d'ailleurs, Marc? Je C'était crois avec qu'on toi? l'a vu ensemble à Bordeaux, ouais, dans mes souvenirs, je crois. C'est vrai, Il est c'est ouf vrai. ce film. Mais du coup, pour moi, le plus représentatif, ça reste un Anglais qui s'appelle William Adams au tout début du XVIIe siècle et qui a servi de modèle au héros du roman Shogun. Je sais pas si vous avez lu ce roman. Enfin, moi, je l'ai lu quand j'étais plus jeune et c'est un peu forgé ma culture japonaise, même si c'est un roman totalement romancé par rapport à l'histoire de William Adams. Donc Adams, ou plutôt Miura Anjin, de son nom de samouraï, il va occuper qu'un rôle secondaire dans ma chronique d'aujourd'hui, parce que si l'on connaît les noms de ces étrangers qui ont voyagé au Japon dans le passé, l'inverse est beaucoup moins vrai. Et personnellement, avant de me pencher sur ce sujet, je ne connaissais aucun voyageur japonais parti explorer ou vivre à l'étranger, et donc je me suis dit qu'il fallait y remédier. À La Havane, à Cuba, près d'Acapulco, au Mexique, dans la ville de Coria del Rio, en Espagne, et dans une église italienne de la région de Rome, se trouvent d'étranges statues d'un même samouraï, érigées au XXe et XXIe siècle. Donc, de prime abord, le lien avec le Japon, il n'est pas évident tant la culture et l'histoire de ce pays semblent n'avoir aucun rapport avec l'Amérique centrale ou l'Europe du Sud. Ouais. Surtout que ce samouraï, il est représenté vêtu d'un kimono et équipé de 2 sabres, selon un accoutrement japonais traditionnel que l'on connaît bien. Vous l'aurez compris, donc derrière ces représentations se cache une histoire qui est digne d'un roman d'aventure. Car ce samouraï, il a bien existé et il s'est bien rendu dans ces localités depuis le Japon en traversant le Pacifique puis l'Atlantique. Et ce périple, il a réalisé au début du XVIIe siècle. Donc Hasekura Tsunenaga est né en 1571 à Oshu, donc dans l'actuelle province de Mutsu dans le nord du Japon. Il est issu d'une petite famille noble, vassale directe du daimyo de Sendai, Date Masamune. Tous deux s'entendent plutôt bien. Tsunenaga, il a gagné la confiance de son seigneur en défendant ses intérêts par les armes face aux émeutes paysannes de la région. En retour, Masamune lui confie des tâches importantes. En 1597, par exemple, Tsunenaga y participe pendant 6 mois en tant que chargé de renseignement à la tentative d'invasion japonaise de la Corée. En 1612, son père, Tsunenari, est arrêté pour corruption et forcé de se donner la mort par seppuku, donc le suicide d'honneur. Toutes ses possessions sont alors confisquées et Tsunenaga est en passe de connaître le même sort. Mais de par sa proximité avec Date Masamune, celui-ci lui offre une chance de laver l'honneur de sa famille. En fait, pour Masamune, son vassal, il possède des qualités qui peuvent encore lui être utiles. Et en fait, il est le parfait candidat pour prendre en charge un ambitieux projet d'ambassade en Europe. Alors tout ça, ça nécessite un petit peu de contexte. Depuis le XVIe siècle, en fait, les Japonais ont déjà eu plusieurs contacts avec des navigateurs européens. Ce sont d'abord les Portugais qui parviennent à établir un commerce durable avec le Japon, puis arrivent les Espagnols, notamment par la fondation de leur colonie dans les Philippines. En parallèle, depuis 1549, il y a des prêtres jésuites qui sont engagés à évangéliser le Japon, malgré les persécutions du coup et l'hostilité d'une partie de la population à leur égard. En plus des Espagnols et des Portugais, il y a aussi les Hollandais qui se sont lancés dans la course pour établir des voies commerciales avec le Japon. Date Masamune et le shogun Tokugawa Ieyasu s'intéressent particulièrement au commerce avec la Nouvelle-Espagne, donc c'est-à-dire le Mexique, et surtout les richesses qu'ils peuvent en tirer personnellement. Tandis que les principaux ports commerciaux se situent au sud ou au centre du Japon, Masamune, lui, il cherche à attirer les navires espagnols dans son domaine, donc au nord à Sendai. Dès 1608, il invite à sa cour un prêtre espagnol, Luis Sotelo, qui est un ancien missionnaire franciscain aux Philippines et qui est arrêté au Japon, et Masamune en fait le sauve d'une condamnation à mort. Date Masamune, il se montre particulièrement ouvert aux catholiques, et il a même autorisé des prêtres étrangers sur son territoire à pratiquer et à propager leur religion. Lui-même n'est pas baptisé, mais il a suivi le catéchisme. Sotelo, il devient l'un de ses proches conseillers et s'occupe des affaires diplomatiques en échange de l'évangélisation de la région nord-est du Japon. C'est lui le premier qui suggère d'envoyer une ambassade officielle en Espagne et à Rome. Et en seigneur ambitieux et pragmatique, Masamune, qui est déjà parvenu à soumettre les seigneurs voisins et à éliminer la plupart de sa famille qui s'opposait à lui, y voit là une opportunité d'acquérir des technologies militaires européennes et de faire de Sendai une nouvelle plaque tournante du commerce mondial contournant les ports de Nagasaki et de Manille. Donc Luis Sotelo, il avait également des intérêts propres. Il n'y avait qu'un seul diocèse catholique au Japon, qui était à Nagasaki, qui était contrôlé par les jésuites, et du coup Sotelo, il espérait faire de Sendai un diocèse franciscain, et devenir archevêque du Japon, sous la protection de Date Masamune. Donc les objectifs de ces deux hommes y convergeaient parfaitement à un moment donné. Il y avait d'autres problèmes qu'il fallait régler. En fait, entreprendre un voyage officiel vers l'Europe, c'est pas non plus une idée nouvelle. Il y a une précédente ambassade qui avait déjà atteint le Portugal, l'Espagne et l'Italie depuis les voies maritimes portugaises, en passant par l'Inde en 1582, voyant ainsi arriver le premier samouraï japonais chrétien en Europe, qui s'appelait Mancho Ito.
Le voyage avait duré 8 ans et était à l'initiative des jésuites et de seigneurs japonais convertis. Cependant, le projet ici est différent, puisqu'il implique une volonté de développer les voies commerciales du Japon dans le Pacifique, et du coup, il fallait être capable de traverser le Pacifique. 2 Japonais convertis avaient déjà participé à une traversée du Pacifique en 1587 à bord d'un galion espagnol avant de se faire capturer par les Anglais, de rejoindre l'Angleterre et de continuer à naviguer à travers le monde. Depuis leur implantation dans les Philippines, les Espagnols y cherchent aussi à se rapprocher du Japon. Donc le shogunat possède déjà par exemple une ligne commerciale directe avec Manille, comme je l'avais précédemment cité. L'événement qui produit le concours de circonstances favorables au projet de Date Masamune et Luis Sotelo, il arriva en 1609. En fait, il y a un navire transportant le gouverneur des Philippines vers le Mexique qui s'échoue après un petit détour sur les côtes japonaises. Les naufragés sont très bien reçus et l'ancien shogun Tokugawa Ieyasu en profite pour développer ses relations avec eux. Ils reçurent l'autorisation d'établir un comptoir au Japon et en échange, des spécialistes de mines d'argent venus de Nouvelle-Espagne sont mandatés pour aider au développement local. Si le shogunat veut aller plus loin et établir de nouveaux traités, une ambassade officielle doit être envoyée au Mexique et à la cour d'Espagne. Afin que les Espagnols puissent repartir, Tokugawa Ieyasu leur prête un navire. Et c'est là qu'intervient William Adams, notre samouraï d'origine britannique. Je vous avais bien dit qu'il aurait un rôle mineur à jouer aujourd'hui. En fait, Adams, il était pilote, c'est-à-dire responsable de la navigation sur un navire hollandais, qui s'était également échoué au Japon quelques années avant. Et devenu samouraï, Adams, il a supervisé la construction de 2 bateaux de style européen, fabriqués entièrement au Japon et capables de naviguer dans l'océan. Donc durant le voyage du retour, une délégation de 22 Japonais accompagne le gouverneur espagnol et rencontre le vice-roi de Nouvelle-Espagne. Celui-ci est satisfait du traité précédemment établi, mais confisque tout de même le navire du shogun, craignant que le Japon ne devienne un adversaire commercial dans le Pacifique. Pour officialiser l'accord, une ambassade de la Nouvelle-Espagne est envoyée en retour au Japon en 1611. Donc il faut suivre, il y a beaucoup d'allers-retours, raccompagnant les émissaires japonais. Et Sebastián Vizcaíno est désigné comme représentant du vice-roi. Donc Vizcaíno, c'est un ancien explorateur et un conquistador. Il a une double mission, il doit s'assurer de sa tâche diplomatique et il doit aussi partir à la recherche d'îles supposées regorgées d'or et d'argent à l'est du Japon, qui est une source de légende depuis l'époque de Marco Polo. Encore une fois, le navire fait naufrage et Vizcaíno reste 2 ans au Japon. Mais son séjour ne se passe pas très bien. Il a tendance à négliger le protocole et les coutumes de l'aristocratie japonaise, ce qui augmente la défiance envers les Espagnols et par extension les catholiques. Dès 1612, Date Masamune et Tokugawa Ieyasu tentent de faire partir leur expédition ainsi que Vizcaíno, mais le navire prévu subit un accident et le projet est reporté. Voilà, fin de cette petite parenthèse. Nous sommes donc en 1613 et en seulement quelques mois, l'ancien shogun et Date Masamune font construire un navire bien plus grand que les 2 précédents, toujours selon les plans de William Adams. Ce navire, il s'appelle le Date Maru, c'est un véritable et unique galion japonais de l'histoire. La classe. C'est super classe. Grave, carrément. Hasekura Tsunenaga est nommé chef de l'ambassade et Luis Sotelo devient son guide et interprète officiel. L'objectif est donc d'aller en Nouvelle-Espagne pour rencontrer le vice-roi du Mexique, puis le roi à la cour d'Espagne, et enfin d'obtenir une audience avec le pape à Rome, pour faire part à chacun d'entre eux de demandes commerciales. Mais ce projet va se heurter à une dure réalité que personne ne voit venir à ce moment, et qui va apporter une dimension dramatique à toute cette histoire. Parce que dès l'année suivante, en 1614, le christianisme sera définitivement interdit par le shogun sur le territoire japonais. Et ça, les membres de l'expédition, ils vont l'apprendre que bien trop tard. Le 28 octobre 1613, le Date Maru met les voiles en direction du Mexique. L'équipage hétéroclite comprend des samouraïs, des marchands, des marins, des serviteurs, ainsi que des Portugais et des Espagnols, dont Sebastián Vizcaíno, qui peut enfin rentrer chez lui. Les relations entre ces hommes et les Japonais sont d'ailleurs assez tendues à bord et des conflits éclatent sporadiquement au sujet des cadeaux apportés pour le vice-roi, notamment sur la manipulation de paravents en lac. Donc la traversée du Pacifique, elle est longue et compliquée à l'époque, la navigation est plus difficile que dans l'Atlantique et le trajet est 2 fois plus long. Et après avoir suivi le 38e parallèle nord, le navire atteint sans encombre les côtes californiennes début 1614. Après 3 mois en mer, il arrive à Acapulco. Donc c'est là que la tension entre les Espagnols et les Japonais de l'équipage, à peine débarqués, prit une nouvelle tournure. Des combats armés éclatent, Sebastián Vizcaíno est grièvement blessé, et les autorités de Nouvelle-Espagne sont obligées de réagir en confisquant les armes des Japonais. Pour éviter tout débordement, une loi est même promulguée qui garantit la liberté de mouvement et d'action des Japonais et interdit et punit sévèrement toute attaque ou insulte à leur encontre.
Alors là, on va prendre une nouvelle dimension. Parce que si cette anecdote est parvenue jusqu'à nous, comme l'ensemble du séjour mexicain de Hasekura et son groupe, c'est que tout est mentionné dans les écrits d'un chroniqueur de l'époque. Il s'appelle Ximalpaín Caotlehuanitzin. Alors, cet homme, c'est un noble aztèque. Donc Ah oui. cette chronique, elle est définitivement multiculturelle, je Mais crois. carrément. Et en fait, si la chute rapide et brutale de l'Empire aztèque remonte à presque 100 ans à l'époque, l'intégration et l'acculturation a duré bien plus longtemps. Et l'ancienne structure de la société aztèque, elle résiste encore un petit peu au temps. Donc Ximalpaín, il a reçu, comme ses congénères, une éducation chrétienne et espagnole. Il a consigné par écrit, en langue aztèque et en espagnol, les nombreux événements qui ont parsemé sa vie, ce qui en fait une source précieuse pour l'époque. Et d'ailleurs, il était déjà là 3 ans auparavant, lors de la première visite des Japonais au Mexique. Donc la délégation de Hasekura passe quelques semaines à Acapulco, puis part ensuite pour Mexico, s'arrêtant dans plusieurs monastères en cours de route. Ils sont reçus par le vice-roi lors d'une grande cérémonie et restent sur place 3 mois. Hasekura mentionne sa volonté de rencontrer Philippe III, le roi d'Espagne, et d'établir des relations durables entre leurs deux pays. Des rencontres ont également lieu avec l'ordre franciscain pour envoyer des missionnaires au Japon, et 63 Japonais sont baptisés pour prouver la bonne foi de toutes ces demandes. Hasekura, lui, il attend d'arriver en Espagne pour recevoir son baptême chrétien, qu'il considère comme un acte autant diplomatique que religieux. Donc, avant de partir, il va diviser aussi son équipage en y laissant la moitié au Mexique, puis il part rejoindre la flotte espagnole à Veracruz en juin 1614. Sur place, les Japonais qui sont restés ont pu rencontrer d'autres compatriotes qui étaient déjà installés depuis 3 ans. Ils s'établissent en tant que marchands et après plusieurs mois, ils retournent au Japon à bord du Datemaru. En juillet 1614, l'ambassade japonaise s'arrête quelque temps à La Havane, à Cuba, puis s'élance dans la traversée de l'Atlantique. Le 5 octobre, ils débarquent dans le sud de l'Espagne et sont accueillis chaleureusement par la foule et la noblesse locale. À la fin du mois, ils arrivent à Séville, qui est l'une des villes les plus riches et importantes de l'époque. Tous les hauts dignitaires de la ville sont présents pour accueillir Hasekura et sa suite. Les habitants trouvent le japonais calme, humble, sage. L'archevêque de la ville est impressionné par les manières et les vêtements de ces hommes qu'il compare au roi mage. Ouais. Et pour les remercier de cet accueil, Hasekura offre 2 sabres au conseil municipal. L'ambassade prend ensuite la route en direction de Madrid en grande pompe. Des carrosses, des chaises à porteurs, des gardes, des serviteurs, des cuisiniers leur sont affectés. Ils offrent un vrai spectacle aux habitants des villes et villages qu'ils croisent sur le chemin et qui se pressent en masse pour les observer. Tout ceci rend le voyage beaucoup plus long que prévu étant donné qu'ils mettent 1 mois entier à voyager entre Séville et Madrid. Et finissent par arriver dans la capitale espagnole fin décembre, tandis qu'elle est sous la neige. Ils sont accueillis par les officiels de la cour qui assurent à Hasekura que le roi Philippe III est tout à fait disposé à les aider et les encourager et à profiter de la période de Noël à Madrid. Mais les semaines passent sans nouvelles du roi. Et là, on a besoin à nouveau d'un petit aparté. En fait, il ne faut pas oublier le contexte et à quelle période on est. Au moment où Hasekura il arrive à Madrid, le roi Philippe III il reçoit des informations qui sont très inquiétantes. Les nouvelles circulent vite dans l'Empire espagnol, notamment grâce à l'administration coloniale. Le roi apprend la hausse des persécutions des chrétiens, la période d'instabilité qui agite le Japon, et surtout le fait que Hasekura n'est pas envoyé par le shogun, mais par un simple seigneur régional. Le shogun, il avait toléré le christianisme qui bénéficiait à l'économie, mais la situation s'envenime pour des raisons qui sont bien trop complexes pour être abordées ici. Et dès décembre 1613, tandis que Hasekura était encore sur le Pacifique, des chrétiens sont contraints à renoncer à leur foi et des églises sont détruites. Le 27 janvier 1614, 2 jours après l'arrivée de Hasekura au Mexique, le shogun commençait à faire interdire le christianisme et à expulser tous les missionnaires. Ce qui veut dire qu'au moment même où Hasekura cherchait de nouveaux missionnaires, ceux qui étaient au Japon fuyaient le pays ou étaient exécutés. Donc on comprend donc pourquoi Philippe III a attendu 1 mois entier avant de recevoir l'ambassadeur du Japon et que celui-ci fut accueilli assez froidement, sans aucune cérémonie et contraint d'expliquer et justifier la présence de sa délégation. Luis Sotelo, qui, rappelez-vous, a également des intérêts dans cette aventure, il a tenté d'arrondir les angles en disant que Date Masamune, c'était un seigneur puissant qui est prêt à se soumettre à l'autorité espagnole. Hasekura remet également au roi la lettre de la proposition de traité commercial et sollicite la fondation d'un évêché franciscain. Des cadeaux somptueux sont offerts, dont une armure de samouraï apparemment toujours exposée au Palais Royal de Madrid. Oh, ça c'est trop bien. Ouais, ça a l'air assez classe. Grave. Pour assurer qu'il est un allié des catholiques, Hasekura se fait donc baptiser en présence même du roi et de sa cour, recevant pour l'occasion un nom chrétien. Il s'appelle désormais Don Felipe Francisco Hasekura. Ce qui l'émut quand même particulièrement d'avoir le même prénom que le roi d'Espagne. Eh oui.
Les conseillers du roi firent remarquer qu'étant donné la situation, ils désapprouvaient ce baptême, mais Philippe III répondit que c'était précisément de cette manière que les relations avec le Japon pourraient s'améliorer. Pendant 8 mois, l'ambassade reste en Espagne. Hasekura a pu rencontrer la cour et le conseil des Indes orientales avant de partir pour l'Italie. Et encore une fois, les conseillers du roi préconisaient qu'il ne fallait surtout pas envoyer Hasekura à Rome vu la situation avec le Japon. Mais Philippe III le laisse quand même partir. Donc ce périple, qui avait l'air de plutôt bien commencer, semble de plus en plus voué à un échec certain. Surtout que l'ambassade japonaise n'est pas au bout de ses peines. Pour traverser la Méditerranée, des navires sont affrétés à Barcelone, mais une violente tempête contraint à une escale non prévue en France, et la délégation japonaise au complet doit débarquer à Saint-Tropez. La noblesse locale les reçoit avec une vive curiosité, et il y a des écrits de l'époque qui parlent de cet événement, racontant comment les Japonais étaient vêtus et coiffés, comment ils paraissaient tous semblables aux yeux des locaux, comment ils utilisaient des, je cite, petits bâtons pour manger, ou l'usage qu'ils faisaient de mouchoirs de soie à usage unique pour se moucher et que le peuple de Saint-Tropez courait récupérer une fois qu'ils les jetaient par terre. Très grande classe, hein, le peuple de Saint-Tropez. Les Français sont fascinés par leur katana, qu'ils disent si tranchant qu'en soufflant sur une feuille de papier posée sur la lame, cela suffisait à la couper en deux. Ils racontent aussi leur manière d'utiliser des pinceaux pour écrire. Donc cet événement, il a l'air assez anecdotique, mais en réalité, c'est la toute première archive historique d'une relation entre la France et le Japon. La suivante, elle aura lieu en 1619 avec François Caron, un marchand et explorateur, et le premier Français à se rendre dans l'archipel. Après 3 jours à Saint-Tropez, les navires reprennent la mer et en octobre 1615, l'ambassade japonaise arrive enfin en Italie en passant par Gênes puis Rome. Les premiers émissaires italiens sont d'abord suspicieux sur les intentions des Japonais envers le christianisme, mais les doutes se dissipent en voyant la recommandation de Philippe III d'Espagne et le long voyage de l'ambassadeur depuis le Japon était quasiment une preuve de sa bonne volonté. Hasekura a pu donc faire la rencontre du pape Paul V dans de plutôt bonnes conditions. Il fut annoncé avec tous les honneurs, emmené dans un carrosse, escorté par ses hommes à cheval, aux côtés de la garde suisse, dans les rues de la ville, devant les ambassadeurs et les aristocrates. Cette cérémonie, elle est quand même assez exagérée, et en fait ça permet au pape d'affirmer son autorité religieuse et politique, même sur des contrées aussi lointaines que le Japon. Et ça, c'est le genre d'image qui flatte Paul V. Après ça, Hasekura a eu droit à une audience assistée par les cardinaux et les archevêques, qui présenta la lettre de Date Masamune, écrite en japonais et en latin, dont les 2 versions sont toujours conservées au Vatican, et demande officiellement d'établir un traité commercial et l'envoi de missionnaires chrétiens au Japon. Donc envoyer des missionnaires franciscains, c'était une idée de Sotelo, qui était partisan de tout ça pour affaiblir le pouvoir des jésuites. Le pape les écoute cordialement, accepte d'envoyer des missionnaires, mais laisse toute décision entre les mains du roi d'Espagne concernant le commerce. Il écrit une lettre à Date Masamune, dont une copie est toujours visible au Vatican aussi. En guise de présent, le neveu du pape lui-même fit commander un énorme portrait de Hasekura, et le tableau est actuellement exposé à Tokyo, et le représente dans un costume traditionnel japonais, mais avec des motifs européens, et il porte ses 2 sabres à sa ceinture. Hasekura repart également avec un second portrait de lui-même et un du pape, tous 2 visibles de nos jours à Sendai. Il devient aussi à titre honorifique citoyen de Rome et il reçoit des armoiries de style européen. Le document qui l'atteste est également conservé à Sendai. Donc en plus de ces demandes officielle apportée par Hasekura, une requête officieuse aurait aussi été formulée. Donc il n'y a aucune preuve qui vient appuyer directement ça, mais on a retrouvé des lettres de l'ambassadeur de Venise qui suggèrent que Date Masamune aurait demandé, hors du cadre officiel, par l'intermédiaire de Hasekura et Sotelo, une alliance avec Rome en échange de l'évangélisation de tout le Japon. Cela lui aurait permis dans un premier temps de déclarer son indépendance par rapport au shogun, puis d'asseoir son autorité sur l'ensemble du pays en tant que souverain chrétien. Après Rome, début janvier 1616, Hasekura fait un tour des cités italiennes, puis entame son long voyage de retour, et il s'était avéré que le roi Philippe III avait secrètement écrit au pape pour lui conseiller de refuser toutes les demandes japonaises. Ah merde! C'est triste, c'est très triste, Bah, c'est très grave. frustrant cette histoire. Tu m'étonnes, ouais. De retour en Espagne, Hasekura et Sotelo essayent de reprendre les négociations. Mais la situation du Japon empirant, aucune des propositions de l'ambassade ne put aboutir. Le conseil des Indes orientales interdit même à Hasekura d'entrer à Madrid et lui ordonna de rentrer chez lui. Il passa donc quelques mois à Séville à tenter de recontacter son maigre réseau en Europe, espérant au moins pouvoir sauver les chrétiens au Japon, sans succès. À l'été 1616, l'ambassade japonaise quitte l'Europe. Cependant, tout le monde ne repart pas et quelques Japonais s'installent définitivement en Espagne, dont leur descendance serait encore attestée aujourd'hui. C'est assez classe.
Classe. Hasekura retraverse l'Atlantique et reste 5 mois au Mexique. Il rejoint ensuite le Datemaru à Acapulco, qui a refait une traversée du Pacifique, qui était commandée cette fois par Yokozawa Shogen, donc un autre vassal de Date Masamune, lui aussi converti au christianisme, et qui transportait des biens à échanger. En 1618, le Datemaru arrive à Manille, et Luis Sotelo préfère rester aux Philippines pour éviter pour le moment de rentrer au Japon. En plus de tout ça, en fait, la situation dans le Pacifique Sud, elle est assez tendue et les colonies espagnoles ont pour ordre de réquisitionner tout navire capable de lutter contre les Hollandais et les Britanniques. Le Datemaru est vendu, il est renommé le San Juan Bautista et il est armé pour la guerre. Hasekura reste 2 ans aux Philippines, il achète de nouveaux cadeaux pour Date Masamune et fait construire un navire pour pouvoir rentrer au Japon, laissant Sotelo seul sur place. Il est possible d'ailleurs que ce retard de 2 ans ait été totalement volontaire, tout comme le fait de céder le galion sans trop négocier. Et en fait, on peut comprendre facilement pourquoi Hasekura, converti, préférait patienter avant de retourner chez lui. Et enfin, en 1620, il arrive à Nagasaki. Luis Sotelo, lui, il attend encore 2 années de plus et rentre au Japon déguisé en marchand. Mais il est découvert et arrêté, et en 1624, il est brûlé vif au bûcher avec d'autres chrétiens, dans une mise en scène macabre et assez terrifiante pour montrer à tous le sort réservé à la communauté chrétienne. Donc se voyant archevêque du Japon, Luis Sotelo finit exécuté en martyr. C'est triste. C'est triste, c'est un peu triste. Hasekura, lui, est rentré à Sendai après un voyage de 7 ans. Il a pu apporter les cadeaux de son périple à son seigneur, à défaut de résultats diplomatiques. Date Masamune, d'ailleurs, il avait continué de soutenir le christianisme sur ses terres pendant l'absence de son vassal, et s'est opposé au shogun, mais du coup a peu à peu dû faire appliquer les lois. La religion chrétienne était désormais interdite dans sa province, et les missionnaires forcés de partir. La politique du shogun, dans sa volonté d'éradiquer le christianisme, entraîne le Japon sur la voie de l'isolement. Avec la violente répression et la persécution des chrétiens, l'ambassade de Hasekura elle était destinée à échouer. Donc il n'y eut aucun accord commercial avec le Mexique ou l'Espagne, aucune alliance secrète avec Date Masamune, et toute l'Europe regardait désormais le Japon avec une certaine méfiance. Mais en plus, le voyage de Hasekura a paradoxalement conforté le shogunat dans sa position. En fait, son rapport sur la grandeur des pays européens, sur leur richesse, leur puissance, ont d'autant plus appuyé la volonté de verrouiller le pays. L'Espagne en particulier, avec sa présence militaire proche dans les Philippines, est redoutée. Et cela aboutit en 1624 à la coupure de toute relation diplomatique et commerciale entre l'Espagne et le Japon. Les seuls Européens à pouvoir commercer sont désormais les Hollandais, qui ne sont pas catholiques. Il reste quelques mystères concernant les dernières années de Hasekura. Engagé dans cette aventure pour retrouver l'honneur perdu de sa famille, converti au christianisme, à la fois explorateur, diplomate, loyal à Date Masamune jusqu'au bout, il a bien retrouvé son domaine et a été dispensé de renoncer à sa foi avant de décéder de maladie en 1622. Mais la question de sa pratique religieuse demeure. Dans un contexte hostile au christianisme, il se pourrait qu'il ait dû finir par renoncer à sa religion. Il se pourrait aussi qu'il soit mort en martyr. Il y a même certains qui affirment que sa mort a été un coup monté et qu'il est parti vivre la fin de sa vie dans les montagnes en ermite. Mais rien ne permet pourtant d'affirmer quoi que ce soit. En fait, cependant, il y a 2 points qui sont à noter. Une partie de ses descendants et de ses serviteurs ont été exécutés comme chrétiens, et un nombre impressionnant d'objets rapportés de son voyage et liés au catholicisme ont été retrouvés cachés dans sa maison. On a des crucifix, des rosaires, des chapelets, des peintures. Tout ça a été confisqué en 1640 et conservé à Sendai jusqu'à nos jours. Cela permet d'entrevoir l'hypothèse qu'il aurait bien continué à pratiquer sa religion et à la transmettre à sa famille. Luis Sotelo, avant de mourir d'ailleurs, il indiqua dans une lettre que Hasekura, avant qu'il ne décède aussi, continuait de pratiquer sa foi, protégé par son entourage, son seigneur et ses vassaux. Considérés comme des chrétiens, la famille de Hasekura finit par tomber en disgrâce. Il faut attendre Tsunenobu, son petit-fils, pour réhabiliter l'honneur de son nom, mais pas le souvenir de son grand-père. Parce que cette histoire, elle s'est peu à peu perdue avec le temps. Et ce n'est qu'avec la réouverture du Japon et la première ambassade officielle en Europe en 1873 que l'aventure de Hasekura est redécouverte. 100 ans plus tard, en 1980, Shusaku Endo, donc l'auteur de Silence, écrit un roman intitulé « L'extraordinaire voyage du samouraï Hasekura », achevant ainsi de faire ressortir ce périple de l'oubli. Donc pour finir, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet, je peux vous recommander déjà l'article Wikipédia qui m'a servi de point de départ pour commencer et qui est plutôt bien fourni. Il y a aussi un documentaire Arte qui s'appelle « Un samouraï au Vatican », facilement trouvable en streaming en ligne et qui a le mérite, à défaut d'être exhaustif, d'apporter un éclairage intéressant et plus introspectif, notamment sur l'aspect religieux, et qui souligne bien le contexte de l'époque et les problématiques du Japon et de l'Espagne.
D'ailleurs, j'ai fait exprès de ne pas mentionner certains aspects que ce documentaire présente très bien pour que cette chronique soit complémentaire de celui-ci, si jamais votre curiosité vous pousse à le regarder. Donc voilà, nous on arrive au bout de notre voyage. Donc j'avais vraiment envie de vous partager cette histoire déjà, que je trouve assez chouette, assez originale. Si l'ambassade avait marché, Hasekura Tsunenaga serait devenu un véritable héros, mais l'histoire en a clairement décidé autrement. Donc outre l'aspect fataliste et tragique de cette mission vouée à échouer quasiment dès le départ, ça illustre bien, je trouve, la complexité du Japon de l'époque. Et surtout, maintenant, vous connaissez l'histoire d'un samouraï qui a voyagé en Amérique et en Europe à bord d'un galion japonais fabriqué grâce à un samouraï anglais, qui a rencontré un Aztèque, qui a visité Saint-Tropez, qui a rencontré le roi d'Espagne et le pape. Et juste pour ça, malgré l'échec de sa mission, je trouve ça méga classe de parler de Hasekura Tsunenaga, l'homme qui pour moi illustre parfaitement l'adage, ce qui compte, c'est le voyage et pas la destination. Yes. Quel C'est punchline. génial, c'est génial. Non, mais cette vie de ouf. Non, mais déjà, moi, tu m'as hypé à partir du moment où il a commencé à y avoir des noms aztèques dans ta chronique. C'était fini, quoi. Enfin, je veux dire, c'est incroyable comme destin. Moi, j'allais te demander justement s'il y avait eu des films ou des trucs comme ça, mais c'est normal qu'il y ait eu un bouquin, quoi, en fait, parce que Ouais. la limite, on peut en faire une série Netflix. Enfin, justement, on parlait de Ouais. ça tout à l'heure. C'est une vie incroyable. Mais c'est clair, enfin moi j'aimerais tellement qu'il y ait un film. Après ça demanderait des décors de fou et de se rendre à peu près Et partout budget. dans le monde. Il durerait 5 heures aussi, mais C'est Ouais, clair. mais une série, justement, tu fais 5 épisodes, tu vois, C'est trop ou 7 chouette. épisodes. Il y a moyen de faire la vie de cette personne en série, en un peu romancé, peut-être, mais putain, il a rencontré au un pire, tu fais un Aztèque, quoi, film merde! parodique, les samouraïs à Saint-Tropez, et puis ça marche. C'est clair. Non, c'est ouf, franchement, c'est ouf, franchement, chapeau. Encore une fois, je peux pas applaudir parce que le Discord prend pas les applaudissements en compte, mais l'envie est là. Bah ouais, je voulais prendre un peu le contre-pied de ce qui était possiblement attendu pour un spécial Japon, c'est-à-dire pas forcément de parler du Japon en lui-même, mais de trouver voilà, un Japonais qui a voyagé, et là c'est un des premiers, donc autant en profiter vu que son voyage est assez bien renseigné, donc il y avait pas mal de matière à écrire des trucs. C'est trop cool. C'est sûr que là, tu as le contre-pied complet parce Total, que ouais. du coup, C'est ça. c'est vraiment la période où le Japon est connu pendant 2 siècles, où c'est vraiment, il se referme, quoi. C'est Et- clair. Et là, tu as un gars qui décide de se. Bah, pile au mauvais moment, quoi. Pile au Vraiment, oui, genre au l'erreur moment de où t'as timing l'air qui Edo, fait il décide de se casser, quoi. c'est ça qui fait que c'est obligé que ça va échouer, c'est un peu Et il triste. pouvait pas le savoir, quoi. C'est horrible. Enfin, Ouais, je veux ouais. dire, c'est À quelques mois près en plus. c'était à quelques mois. C'est vraiment, c'est Genre, il aurait dommage, quoi. décalé son voyage de 3 mois, ce serait bah, Il serait jamais parti. allé, et voilà, quoi. C'est dingue, c'est ouf. Et 400 ans, 600 ans plus tard, on fait une chronique sur ça, quoi. C'est dingue. 400, c'était ça. Ouais, j'avais le bon chiffre au début. Ok, merci Raph. Ma caution mathématique. Et c'est intéressant qu'on parle de mathématiques, Raph, parce que justement, je sais pas de quoi on va parler en fait, parce que c'est à toi. Bah, en fait, à la limite, j'avais pas de chronique encore une fois de prévu. J'avais plusieurs idées qui se sont offertes à moi et je pense que je vais faire un lien avec la chronique de Nico en parlant d'une autre aventure qui a eu lieu européenne, du coup en 1870 que j'ai découvert. C'est celle de quelqu'un qu'on appelle Aimé Imbert. Je sais pas si vous connaissez. Aimé Imbert? Pas Ouais. du tout. Pas du tout. Aimé Imbert, c'est un voyageur suisse qui a amené la première délégation suisse au Japon. Ok, Ouais. je savais pas. Je l'ai découvert il y a de ça 7 ans quand j'ai moi-même bossé pour le musée d'ethnographie à Neuchâtel. Ah. Et en fait, c'était dans la préparation d'une exposition qui s'appelait Imagine Japan. Imagine Japan. Voilà, sur la base des travaux de cet homme qui était revenu en fait, et son but était encore une fois quelque chose de commercial. Hein. Au départ, c'était d'ouvrir Ouais. les portes aussi un peu du Japon. Et il m'avait été demandé de faire plusieurs ateliers par rapport à la culture japonaise. Ça, j'en parlerai à la fin de ma chronique Ta supposée. chronique, ouais. Voilà, De ta voilà, chronique intro, c'est tombé comme ceci. Et il se trouve que ce Aimé Imbert, il est parti avec d'autres personnes assez célèbres aujourd'hui, notamment quelqu'un qui s'appelle Felice Beato. Je sais pas si vous le Felice connaissez. Beato? Oui. Ça me dit rien. Vous connaissez les autres? Non, je connais pas du C'est tout. un photographe. Un photographe. Un photographe qui a fait des photos des derniers samouraïs. Oh! Donc si vous tapez Mais- sur internet Felice Beato samouraï, vous allez voir des photos qu'il a prises sur la fin du 19e siècle. D'accord.
Et Et il notamment. vit pas dans le dernier samouraï pourtant. Non, mais C'est on va aurait faire pu quand y même, être, quoi. on va faire quand même un lien. C'est que tu as quand même un photographe Dans le dernier samouraï. dans le dernier samouraï, Ouais. et tu as ce photographe-là notamment qui a pris des photos pour la rébellion de Satsuma, qui est l'événement inspiré en fait Qui est de- du film en question. Et voilà, c'était intéressant de voir en fait des photos de vrais samouraïs, des personnes Ok. tu vois en posture, etc. C'est très facile à aller chercher, hein, c'est sur internet. Tapez Felice Beato avec photographie voilà samouraï, et vous avez le préparé, quoi. les photos, oui, voilà. Ok. Alors, de souvenir, j'avais récupéré des passages de notre cher Aimé Imbert qui était parti au Japon. Et lorsqu'il est parti au Japon, d'après vous, qu'est-ce qu'il allait faire justement? Quel commerce il voulait ouvrir au Japon? Il est suisse. Il va ouvrir des banques ou du chocolat. Je sais. Du chocolat. Ça Alors- va, je suis suisse, j'ai le droit de faire des blagues. Eh ben, pas bien loin, pas bien loin. En vrai, vous n'êtes pas tombé super loin. Ah, c'est vrai. Du fromage. Non, pas le fromage, Fromage, mais on est vraiment bien, un on est truc bel et bien local. sur un stéréotype. Mais non, Ah, des des montres. vaches. Non, Des pas des vaches. vaches. Des cloches de vache. C'est quelque chose par rapport au son, quelque chose qui est minuté. Une Des montre. horloges, putain. Ah, des Voilà. Ah oui, mais bien sûr. Dans son livre, en fait, qui relate à son frère Ulysse Humbert, donc du coup le 17 juillet 1861, il Ouais. lui dit: les Japonais fatiguent des pendules, des boussoles, des cadrans solaires, mais pas des montres. Ils sont Eh bons oui. mécaniciens et deviendraient d'excellents monteurs de boîtes, comme tu peux t'en convaincre en te rappelant les boîtes de boussoles que tu as vues. Ils aiment les montres, mais trouvent en général que c'est un instrument trop cher. En résumant ces données, j'arrive à une combinaison que ne me semble pas dépourvue de succès. Dès l'instant qu'ils fabriquent eux-mêmes la boîte, leur atelier vendront des montres en quantité, et ainsi la montre se popularisera et le débouché deviendra important. Ok. Donc à la base, Hmm. c'était aussi pour les montres, hein. Donc c'est la première relation Intéressant. qu'ont les Suisses avec les Japonais. C'est pour C'est ce que vous avez là. Alors, il continue plus loin sur une chose intéressante parce qu'on revient sur un peu la première question qu'avait Elia Ouais. par rapport à l'intérêt du Japon finalement pour les Européens. Eh bien, du coup, il poursuit, il dit: les Japonais sont de tous les Orientaux ceux qui s'habituent le plus rapidement à notre civilisation, à ses besoins, et qui prennent le plus facilement goût à tout produit de notre industrie. Il y a donc là, pour le commerce européen, les éléments les plus encourageants. Mais le Japon, par sa position géographique, par les richesses houillères et métalliques de son sol, par les conditions de son climat et par le génie inné de ses bâtiments, me semble destiné à devenir le siège des usines, manufactures, de l'industrie et de la navigation de tout le bassin occidental du grand océan. Alors mais c'est, c'était ça fait visionnaire. partie de, C'est assez visionnaire. Ouais, ça c'est fait ouf. partie du livre du Japon illustré, hein, de 1870. Ok. Voilà, donc du coup, l'exposition était en fait pour célébrer Ouais. les 150 ans de cet homme. Hein, et donc là, aujourd'hui, on serait à peu près sur les 150 ans de l'expédition. Hein, Bien en sûr. soi. Donc on a une personne qui est revenue en Suisse et il a ramené l'une des plus grandes collections d'estampes Ah, japonaises. ok. Intéressant. Ce à quoi le musée avait eu l'intelligence de faire l'ensemble des estampes, une sorte de micmac, dans le but de faire un paysage et même une estampe sur 360 degrés en fait, D'accord. autour d'un cube. Et en fait, tu regardais des scènes du quotidien. Tu avais des scènes de cirque, tu avais des choses intéressantes par rapport au Japon de l'époque. Tu avais une scène d'incendie avec les pompiers, etc. Ouais. Donc il y avait une vision véritablement du Japon du 19e siècle, donc qui du coup après va s'industrialiser. Et ils avaient montré l'industrialisation du fait qu'au centre même de cette frise d'estampes, Ouais. tu pouvais monter un escalier. Ouais. Et dans l'escalier, tout en haut, il y avait le Japon actuel. Ah. Donc, c'était véritablement le nom de l'exposition. Imagine Japan, tu avais le Japon de l'époque et le Japon actuel. Ce qui est souvent montré, les différences, etc. C'est l'un des sujets les plus étudiés, Bien sûr. de toute façon, de la muséographie. Mais il y avait des parallèles assez intéressants. Mais des parallèles qui étaient suisses, parce que c'est une exposition pour les Suisses. Pour les Suisses. Voilà, notamment un tatoueur Ouais. qui était l'un des plus doués de sa génération, qui était parti au Japon, qui était très connu au Japon. J'ai perdu le nom de ce tatoueur. Je pense que ça va me revenir assez rapidement si Ouais. je regarde. Voilà, c'est Guido de Marval. Guido de Donc, Marval. ouais, Ok. c'est un tatoueur qui est assez célèbre et reconnu même au Japon, à tel point qu'il y a des Japonais qui venaient en Suisse
Pour se faire tatouer. dans le but de se faire tatouer. C'est dingue. Donc il y a cet aspect assez Alors que intéressant. pourtant le tatouage est, si je me rappelle bien, quelque chose d'assez tabou au Japon. Oui. Même encore à l'heure. Oui, et en fait, il a Parce tatoué qu'il des y a- il yakuza a tatoué des notamment, yakuza, en parce fait, que c'est quelque chose qui est mal vu au Japon. Un tatouage, Bah oui. c'est vraiment dans le sens du monde Ça, de c'est la ouf, pègre, t'as des yakuza qui etc. sont allés se faire tatouer par un Suisse en Suisse. Oui. À Neuchâtel. Alors, pas à Neuchâtel, Neuchâtel parce même, que mais je sais peut-être pas un où jour, je réside découvre, la personne, hein, mais Neuchâtel était le lieu d'exposition. C'est ouf. Alors, il parle aussi dans ce lieu d'exposition des phénomènes qui sont actuels. On parlait par exemple du cosplay aussi. Hein. On a dû en parler au premier, je suis pas sûr, au premier épisode sur le Japon. Ça, pas tant que ça, je crois. C'est le diminutif de costume player. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc du coup, cet aspect qu'ont les Européens à adorer aussi faire ceci, à essayer d'incarner des héros qu'ils avaient observés, lus, vus dans des films. Il y avait aussi la particularité d'avoir sur un paysage, comme les Japonais et comme aussi les Européens par définition aussi aiment les visions du mont Fuji, il y avait une dizaine de superpositions du mont Fuji, une vision du mont Fuji au même endroit, mais à différents moments de l'année, à différents climats, etc. Donc ça faisait un condensé assez intéressant. Seule, en fait, la montagne restait. Le reste était un peu indécis. Donc il y avait des choses assez poétiques. Il y avait bien sûr les jardins zen représentés, et aussi les voies mentales, physiques des Japonais à travers le kendo, la représentation du kendo, mais par un dojo suisse, etc. Donc il y avait ce lien entre la Suisse et le Japon. Et j'avais beaucoup aimé la toute dernière fin de l'exposition où on rentrait dans une salle où il y avait juste un banc. En fait, il y avait un banc, vous savez les bancs d'aéroport où il y a 4 places. Complètement sur la gauche, il y a une armure de samouraï, donc du temps jadis, et complètement de l'autre côté, sur la droite, je vous le donne en mille, une poupée sexuelle japonaise. Hein, donc gonflables en soi. Donc il y avait véritablement une fracture entre le Japon qu'on aurait pu connaître du passé et le Japon actuel, avec bien sûr pas mal d'a priori sans doute derrière. Potentiellement. C'est pour choquer d'une certaine manière. C'est aussi pour montrer, oui, et mettre un peu en porte-à-faux, faire un grand écart entre les possibles de la société japonaise. Alors avec ça, on m'avait demandé si c'était possible de faire des ateliers. Des ateliers sur le thème du Japon. J'étais là, je commençais à apprendre un peu sur le niveau de la médiation. J'étais pas si calé que je pouvais être aujourd'hui. Donc on avait pensé à faire un petit atelier pour les enfants qui s'appelle par rapport à des koinobori. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est les koinobori. Moi pas du tout. J'avouerais que je sais pas, c'est pas le truc où en fait t'as un petit truc en papier, tu dois choper des petits poissons. Alors la carpe koi dans le nom et koinobori ça veut dire le poisson en bannière. Je sais pas si vous voyez, c'est en fait c'est la façon de réaliser des poissons et de les mettre au-dessus de la maison en question en bannière qui flotte au vent. Et donc il y a des grands poissons et il y a des petits poissons. Et en général, par exemple, si on voit 2 grands poissons et 3 petits poissons, c'est que dans cette famille, il y a donc 2 adultes et 3 enfants. Et en général, on le fait pour la journée des enfants, qui est une des nombreuses journées qui est dédiée au Japon à des thématiques différentes. Il y a la journée sans doute, je me rappelle plus, liée à la nature. Il doit y avoir du printemps ou quelque chose comme ça. Et il y a une journée pour les enfants où les enfants en question sont célébrés, par exemple. Et donc du coup, ce jour-là, c'est là où on place au-dessus des maisons les fameuses koinobori. Alors, nous, on avait fait quelque chose de simple. Hein. On avait fait quelque chose avec du crépon fait en demi-cercle, un papier toilette. Et à ce moment-là, ensuite, on avait la possibilité de coller et de faire une carpe avec un papier. Et donc, du coup, on avait de quoi faire avec le vent une carpe. La deuxième chose qu'on avait fait, c'est ce qu'on appelle le teru bozu. Je t'en ai un peu parlé, Marc, hier, je crois. Est-ce que vous connaissez ce que c'est ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une petite poupée. Je sais pas si vous voyez, c'est une poupée, une sorte de poupée en mouchoir. Vous prenez un mouchoir en tissu, par exemple. Vous placez une boulotte de papier en son centre, de sorte à ce que lorsque vous retournez le mouchoir, si vous attachez un petit lien, vous faites une tête d'un petit être que vous pouvez ensuite personnaliser en mettant un smiley, etc. Et ensuite on accroche ceci dehors. Pourquoi est-ce qu'on accroche ça ? Parce qu'en fait c'est pour essayer de faire venir le beau temps. C'est en fait pour faire, si on a envie par exemple demain d'avoir un pique-nique avec je sais pas, une fille qu'on aime bien mais qu'on aimerait qu'il fasse beau et on annonce la pluie, si on veut les prendre l'étoile de la mort par exemple. Alors c'est une légende. C'est une légende, le teru bozu.
C'est une poupée du coup traditionnelle, hein. Et en fait, elle vient d'une de ces nombreuses légendes qu'on apprécie beaucoup au Japon. Et même nous, hein, Européens, hein. Parce que souvent, c'est par rapport à quelque chose d'historique, et notamment là, on a par rapport à un moine. Ok. Alors, on a simplement une comptine au départ qui est donnée aux enfants, et la Ouais. comptine en question, c'est la légende. Alors, en fait, je vous l'ai dit, hein, en fait, c'est la petite chanson pour enfants, c'est Teru Teru Bozu, fais que demain soit une journée ensoleillée, comme parfois le ciel en rêve. S'il fait beau, je te donnerai un gros lot d'argent. Une journée passe. Ouais. Teru Bozu, fais que demain soit une journée ensoleillée. Si tu réalises mon rêve, nous boirons sucré. Passe une deuxième journée. Teru Bozu, fais que demain soit une journée ensoleillée. Car s'il fait nuageux et que tu pleures, je devrais te couper la tête. Yes, la bonne ambiance. En fait, cette légende vient du fait qu'il y ait un moine qui ait voulu assurer à son entourage qu'il y avait le beau temps qui arrivait. Ouais. Mais le beau temps devait arriver sous 3 jours. Et chaque jour, il disait le beau temps arrive, le beau temps arrive. Ben là, c'est de ça, on lui a coupé la tête. Et le beau temps est Et le beau temps est arrivé, tout à bien fait. sûr. Donc du coup, de par cette légende, c'est quelque chose que l'on fait encore au Japon. Aujourd'hui. On en voit parfois. D'accord. C'est des petites choses qui sont personnalisées et c'est très pratique aussi pour occuper les enfants. Bien sûr, ouais. Donc c'est une façon aussi d'expatrier un peu la culture chose, japonaise que de faire ceci. Mais d'ailleurs, j'en profite parce que je me permets de rebondir. Hein. Tout à l'heure, tu me disais, ou hier, je ne sais plus, tu me disais que souvent les points de départ des légendes japonaises étaient souvent des moines un peu tarés. Ouais, et alors il y a ça en fait, et il y a des événements aussi vrais parce que j'ai parcouru beaucoup d'événements et je me suis dit mais il y a presque une chronique à faire sur les moines fous ou sur Ouais. les moines de manière C'est une générale. idée, ça. Excellent. Parce que il y avait aussi le fameux, je sais pas si tu l'as visité toi Nicolas, le Kinkakuji, celui qu'on appelle le pavillon d'or. Qui est Non, je l'ai vu, mais j'ai pas visité. Voilà, arrête-moi si je me trompe, c'est quelque chose comme une sorte de petit lotissement, un petit temple au milieu d'un C'est ça, parc. ouais. C'est ça, exactement. Et en fait, en 1950, il a été, je crois 1950, Je sais pas. je suis pas sûr, ça se vérifie, hein, il a été brûlé entièrement par un moine fou. Ah, ok, d'accord. Donc, du coup, 5 ans plus tard, je crois, ou 10 ans plus tard, ils l'ont Ouais. restauré à l'identique. Ils ont ajouté des feuilles. Il est couvert de feuilles d'or en fait, Ok. et de vernis. Donc, du coup, il est entièrement fait en or sur le. Je connais quand on voit aucun bâtiment japonais qui a pas cramé au moins 1 ou 2 fois. Donc, Eh bien, justement, Et justement, j'en amène à la fin de ma chronique, puisque là, vous voyez que j'ai pioché un peu tout ce que je pouvais avoir c'est tout pour savoir en improvisation. Il m'est arrivé d'avoir un thème dans ma licence d'histoire qui était: est-ce que c'est facile d'accepter, est-ce que c'est possible pour les personnes d'accepter de concevoir qu'un bâtiment que vous visitez, un objet que vous voyez, n'est pas l'original, mais une reconstitution et vendu comme tel. Mhm. Voyez ? Compliqué. Ouais, Donc, compliqué. comme souvent le font au Japon, le et bateau de Thésée, quoi. de manière générale en Asie, il y a beaucoup de bâtiments on va privilégier la partie fonctionnelle du bâtiment plutôt que la partie historique. On va préserver le bois, par exemple, et on va le refaire de la même façon, à neuf, mais identique. Alors, quand c'est pas le feu, comme dit Maxime, qui a fait tabula rasa. Hein. Oui, mais ça, de toute façon, c'est tout à fait. Ça me rappelle cette conversation qu'on avait eue un jour avec Benjamin au sujet de l'âme. C'est par exemple, tu prends un navire, à force de changer des parties, est-ce qu'à la fin, c'est toujours le même navire ou pas, quoi? C'est le bateau de Thésée, oui. Voilà, c'est ça, exactement. Et je sais pas ce que vous en pensez, du coup. Après, je pense c'est un que comme sujet. beaucoup, c'est culturel, quoi, en fait. Ouais. C'est-à-dire Je pense que c'est un sujet qui peut être peut-être un peu plus sujet à controverse en Europe, en tout cas en France. France, ouais. Je pense beaucoup en France, où tu as une culture du patrimoine qui est assez particulière et Bien sûr. où tu as une vision aussi qui est un peu fantasmée de ce patrimoine qui serait resté inchangé depuis des temps immémoriaux, alors que entre-temps, tu as Viollet-le-Duc qui a beaucoup contribué à cette image en modifiant lui-même certaines choses. Et c'est vrai que ouais, c'est compliqué, je pense. Surtout pour le grand public, en fait. Peut-être plus que pour les professionnels du patrimoine ou de la culture. Bah, pour moi, si jamais c'est refait avec exactement les mêmes méthodes, est-ce que ça l'aide pas à durer plus longtemps? Oui, si, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, à partir pour du moi, moment où tu justement, expliques En plus, en gardant les méthodes avec lesquelles on l'a fait à l'époque, est-ce qu'on ne fait pas aussi durer l'histoire qu'il a construit? oui, parce qu'on perpétue le geste aussi derrière. C'est ça. Parce que c'est un truc qui se perd beaucoup, hein, en France ou autre, c'est justement plein de Bien méthodes. sûr, ouais.
personne n'utilise. Et du coup, pour moi, faire durer justement les méthodes avec lesquelles on construit le bâtiment et continuer à savoir comment on construit le bâtiment en question, C'est pour moi, essentiel. c'est faire durer l'histoire du bâtiment et son âme bien plus que pourrait le faire juste si on garde les mêmes planches, quoi. C'est D'ailleurs, vrai. vous vous rappelez du galion japonais de Ouais. Macronique? Mais en fait, il a été reconstruit à notre époque. Ah ouais? Trop Ouais, cool. ouais, ouais, avec du coup les techniques de l'époque. Donc en fait, c'est pile C'est-à-dire dans qu'au le Japon, on sujet. peut le voir, ce galion, alors. Exactement. Trop stylé. D'ailleurs, j'y viens justement, tout ce qui est niveau menuiserie au Japon. Ils ont des techniques qui sont très, très perfectionnées et qui, à l'époque, ne nécessitaient aucun clou, etc. Il y a des choses qui s'emboîtent de manière à ce que ça soutienne suffisamment pour se passer de tout ce qui est ensuite jointure avec des clous, par exemple, ou des choses qui sont similaires. Non, mais c'est sûrement des extraterrestres, c'est pour ça qu'on sait pas comment ils ont fait. C'est ce que j'allais Les dire. pyramides. Force que nous, en Europe, on perde notre capacité à construire des faire, choses. Dans 400 ans, les gens penseront que les extraterrestres ont construit les cathédrales. Oh, Donc, j'espère pas. voilà. Pitié. Ah non, mais on va finir par en arriver là. C'est pour ça que justement, c'est important de garder aussi les méthodes qui sont pour moi aussi importantes que le bâtiment. Ouais. C'est sûr. Tout à fait d'accord. En parlant de spiritualité, Oui. tu nous as pas réservé quelque chose? Bah, c'est incroyable, c'est toi qui fais les transitions maintenant, c'est ouf. Écoute. Oh là là, c'est dingue. Oh. Ouais, grave. Ben, carrément, c'est vrai que moi j'avais prévu de vous parler un peu. Spiritualité, je sais pas. Vous me direz en fait, hein, j'en sais trop rien. Moi j'avais surtout prévu de vous parler plutôt. Vous connaissez mon amour pour le folklore. Et je me suis dit, mais de quoi je pourrais parler dans le folklore japonais? Alors, en bon noob du Japon, bien sûr, je me suis dit que j'allais parler des yokai comme tous les gens qui parlent de yokai sur internet. Donc. Yokai. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'en réalité c'était extrêmement large. Donc vous allez comprendre très rapidement que ma chronique tient en réalité sur un timbre-poste pour éviter qu'elle fasse 18 pages, voire potentiellement un roman entier. Déjà tenez, c'est quoi pour vous chacun un yokai? Pour voir un peu, je propose pour moi, que c'est- peut-être Elia commence, étant donné qu'elle est aussi un peu La noob plus comme moi. noob. Ouais, Eh ben, je n'ai jamais entendu ce terme, donc ça va Ok. être très rapide. Vas-y, on va faire dans l'ordre du Discord, Nico. Bah, c'est tout ce qui est. Alors, il me semble que c'est tous les êtres surnaturels, en fait, d'une manière générale. Je crois, yokai. Il me semble que ça correspond à ça. Ok, on va voir ça. Toi, Max, t'en penses quoi? Max a disparu, il a été dévoré par un yokai, je pense. Donc, Raph, t'en penses quoi, toi? Ben, oui, moi j'étais resté sur les pas des démons, mais Ouais. des sortes de monstres Ouais. qui teintent la spiritualité, et c'est pour ça que je t'ai parlé de ça tout à Eh l'heure. oui, mais Parce que c'est la première chose que moi je vois. Après, est-ce Toi, que tu c'est vois un vrai? côté Ça, c'est spirituel au travers du yokai. et des récits, des histoires avec ces monstres, et souvent oui teintés historiquement de mythes. Ouais. Et Max, t'es de retour parmi nous? Oui, pardon, pour moi, les yokai, ouais, c'est une espèce de monstre de folklore, souvent avec une espèce de petite morale, en fait, un petit peu. Comme par Ouais. exemple, cette jolie femme, justement, qui s'est fait Ah oui, défoncer le attaquer visage. et du coup, Ouais. en fait, elle Très demande aux connu, ce gens yokai. si elle la trouve belle. Enfin, il y a toujours des espèces de petits trucs comme ça, avec pas forcément une morale, mais en fait, une façon de faire comprendre les vices un petit peu des gens. Ouais. Et puis voilà, c'est vraiment des histoires pour faire peur, surtout, la plupart du temps. Effectivement. Alors, maintenant, je vais vous révéler ce qu'est un yokai. Mais avant de vous révéler ce qu'est un yokai, il faut bien évidemment comprendre ce que signifie le mot yokai. Parce que comme disait un grand homme, il faut toujours faire un peu d'étymologie avant de parler de la profondeur du terme. Le mot yokai est composé de 2 kanji. Il y en a un qui signifie au choix attirant, ensorcelant ou calamité, et l'autre qui signifie plutôt apparition, mystère. Donc déjà, vous voyez, rien que dans l'étymologie, on est vraiment sur quelque chose qui a trait à quelque chose de un peu bizarroïde. C'est une apparition qui peut être à la fois une calamité, qui peut vous ensorceler, qui vous attire. C'est très étrange. Et j'ai utilisé le mot bizarre tout simplement parce qu'en réalité, le mot yokai serait un dérivé du mot yaogoi, je prononce très mal, hein, j'en suis désolé, en chinois, qui signifie monstre bizarre. Les yokai, que sont-ils? Eh bien, ils sont beaucoup de choses. Déjà, on va parler simplement de comportement d'un yokai. Un yokai a un comportement bien particulier puisque ça va de la simple espièglerie jusqu'à la pure malveillance. Ils peuvent être porteurs de chance, ils peuvent être porteurs de malchance, ils ont aussi bien sûr des pouvoirs qui vont dépendre du yokai en question, et la plupart du temps, je vous cache pas qu'ils ont plutôt des pouvoirs liés à la métamorphose. Pour les historiens et les folkloristes japonais, les yokai seraient en réalité créés pour expliquer des phénomènes considérés autrefois comme surnaturels ou
inexplicable. Et en fait, c'est en ça que je trouve les yokai assez intéressants parce que je vais me permettre de faire un parallèle avec ce que j'avais déjà fait pour le petit peuple. Comme vous le savez, j'ai écrit des milliards de chroniques vis-à-vis du petit peuple européen. En fait, là, c'est le même principe. On a des phénomènes étranges, le plus souvent naturels, que l'imaginaire humain va créer comme étant la résultante d'une créature devenue d'un autre monde, des lutins, des léprechaunes, tout ce que vous voulez. Et en fait, finalement, les yokai, il y a un côté petit peuple, mais version japonais. Parce que, en fait, les yokai, il y en a tellement qu'on est capable de les classer en plusieurs catégories. Et c'est là que ça va un peu se complexifier. Parce qu'en fait, on pourrait classer les yokai, finalement, en 4 catégories. Les animaux. Certains animaux japonais indigènes auraient des capacités magiques, le plus souvent liées à la métamorphose en humain, généralement même d'ailleurs plutôt en femme. Et là, je vais m'adresser à nos spécialistes du Japon. Est-ce que vous connaissez des yokai animaliers ? Oui. Oui, vas-y, Max. Déjà, il y a les espèces de tanuki avec des énormes couilles. Voilà, il y a les tanuki avec les énormes couilles et j'ai entendu femme renard sur ma gauche qui s'appelle les Kitsune. La kitsune. kitsune, exactement, voilà. Donc ça, c'est les deux plus connus, soit des énormes couilles, soit 9 queues, voilà. Donc ça, très clairement, ce sont des yokai, mais qui sont en fait des esprits de la nature d'ailleurs purement liés au monde japonais, puisque c'est des créatures qui sont typiquement réellement juste japonaises, ça ne vient pas d'ailleurs que de leur propre monde. Dans la deuxième boîte de yokai, on peut mettre les oni. À votre avis, c'est quoi des oni ? Ça, je sais. Des ogres, des démons. Des ogres. C'est des ogres, des espèces de démons. Je trouve ça très intéressant parce que, alors je sais pas s'il y a un parallèle ethnologique à faire avec ce que tu nous as dit tout à l'heure, Max. Tu disais que les Japonais avaient 2 masques, un masque social dont j'ai oublié le nom et un masque qui leur représente eux-mêmes, qui s'appelle le one. Et je sais pas si on peut y faire un parallèle avec le le même oni. base pour le coup. C'est pas la même base, ok. Non, Parce que je me très suis dit, mal sinon c'est prononcé, hyper en fait. stylé qu'au final le oni soit le vrai visage des gens, tu vois, le côté un peu ogre, le côté monstrueux. Il y a une histoire très connue justement au Japon avec l'ogre rouge et l'ogre bleu où en fait il y a un des ogres qui veut être copain avec les humains et l'autre qui veut pas être Oui. copain avec les humains, qui est une histoire très touchante et très tragique. Donc il y a Oui. un peu de ça quand même. Il y a aussi Oui. l'histoire de Momotaro qui lutte contre un ogre. Et c'est une légende en fait enfin, avec un petit garçon qui du coup fait preuve de courage, une sorte de rituel d'initiation rencontre des animaux. Et en fait il y a peut-être il me semble que ça remonte dans mes souvenirs, mais je crois qu'il y a c'est inspiré de faits réels et que l'ogre représenterait peut-être une tribu dans des temps anciens, un truc comme ça. Eh ben, vous êtes calé, hein, franchement, chapeau. Moi j'ai, je dois vous avouer quelque chose. Raph, tu veux lire la ligne que j'ai mis sur les oni ? Alors attends, les oni, des sortes d'ogres japonais. Voilà, Point. c'est tout ce que j'ai mis. Point. Ensuite, donc merci pour vos ajustements. Ensuite, il y a les tengu. À votre avis, c'est quoi des tengu ? Ah, je sais aussi. Alors, vas-y, Pareil. Max. C'est des espèces de monstres humanoïdes avec un énorme pif. Ils ont des ailes. Oh Des oui. ailes, Et ouais. ils volent aussi. Et ils volent aussi. Ils ont un côté un peu gobliné, je trouve, un peu, d'une certaine manière. D'ailleurs, j'ai marqué c'est des pseudo-gobelins japonais dans mon texte. Avec Et un enfin, la dernière boîte, c'est les Tsukuni, pardon. Des Tsukunagami. Ouais. Ok. Ah, c'est pas les objets qui. Si, Ou c'est ça, exactement. C'est des objets qui prennent vie. Genre, oui, t'as le parapluie, il me semble, ou t'as un truc comme Ouais, ça. tout à fait, Ça. tout à fait. Le plus souvent le jour de leur 100e anniversaire. Donc en fait, c'est vraiment des objets qui finissent par obtenir une âme et qui du coup, ou alors qui sont possédés par des esprits. En fait, au final, on se retrouve vraiment ici avec 4 boîtes bien distinctes, animaux, ogres, gobelins, tsukunagami, donc objets qui prennent vie. On pourrait appeler ça des poltergeists si on voulait occidentaliser la chose. Alors bien sûr, je pourrais, si j'en avais envie, vous détailler plus précisément ces 4 catégories, parce que ça va bien évidemment plus loin que des ogres, des gobelins et des objets qui prennent vie. Mais je me suis dit qu'en fait, ça serait peut-être plus intéressant, teasing, de garder ça pour de vraies chroniques pour chacune d'entre elles. En fait, ce que vous écoutez maintenant, chers auditeurs et chers amis chroniqueurs, c'est un teasing. Un teasing parce qu'en fait, on peut dire plein de choses sur les yokai, comme tu as dit Maxime au début. Je vous propose donc, à la place, de faire plutôt un petit topo sur la perception des yokai dans l'histoire du Japon. Donc du coup, cette chronique prend un virage totalement hors du folklore. En teasing réalité, est incroyable. Le Pardon. teasing est incroyable de ouf, hein, c'est ça. Alors vous l'aurez pas tout de suite parce que j'ai déjà des chroniques sur des ghouls et autres djinns, parce que je me suis fait un trip sur l'Orient il y a pas très longtemps. Mais bref, c'est du teasing encore une fois. Donc il est tout à fait possible que les yokai remontent aux religions animistes qui étaient autrefois présentes sur l'archipel du Japon avant l'arrivée du shintoïsme et du bouddhisme. D'ailleurs le shintoïsme, voilà, c'est de la vulgarisation à outrance, mais reprend beaucoup de principes animistes qui étaient présents aussi sur le Japon. Alors c'est intéressant parce que du coup, c'est assez logique, effectivement, on parlait des animaux, des esprits, etc. Il y a ça qu'on retrouve finalement au travers des yokai. Yokai qui d'ailleurs se rapprocherait à la base plutôt des kami. En réalité, la frontière entre un kami
à savoir un esprit naturel et un yokai, est extrêmement flou. Et petit à petit, les yokai se seraient donc distingués, notamment du fait qu'ils seraient un peu plus flippants. Vous l'avez dit vous-même dans vos différentes descriptions, le yokai, c'est lié plutôt à quelque chose qui fait peur. Et vous savez quoi ? Il existe un livre. Un livre qui a été écrit au 1er siècle. Un livre qui ne provient pas du Japon, mais qui provient de Chine. Et qui fait mention d'un esprit très ancien qui serait présent dans le palais impérial. Alors, j'ai pas trouvé le nom du livre en question, ni le passage exact de cet ouvrage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, en 772, est décrit dans un autre livre, le Shoku Ninkengi, j'ai vraiment un accent dégueulasse, je suis désolé, qui est un ouvrage japonais cette fois-ci, Qui dit qu'un yokai apparaît fréquemment à la cour impériale, cette fois-ci, du Japon. Ça n'est pas sans rappeler la même histoire en Chine. Et là, pour le coup, en 772, il s'agit de la réelle première mention dans un ouvrage du yokai. Puis, le principe du yokai va se répandre un petit peu partout, jusqu'à ce que, dans les alentours du 16e, 17e, 18e, notamment d'ailleurs en 1788, dans le Bakemono Shakutocho de l'auteur Masayoshi Kitao, il écrit la chose suivante. On peut dire que les prétendus yokai dans notre société sont une représentation de nos sentiments relevant de la peur. On voit bien ici une certaine lucidité de la part de l'auteur, car en réalité, on se rend compte qu'à l'ère Edo, donc du coup les différents siècles que je vous ai cités, beaucoup d'ouvrages sont publiés sur les yokai. Beaucoup de recherches sont faites dessus de la part des folkloristes japonais de cette époque. Essayer le plus possible d'aller dans les villages, les endroits où il y a des gens, pour en savoir plus sur leur perception des yokai, leur folklore à eux, qui sont donc ensuite mélangés dans différents ouvrages, voire même parfois dessinés sous forme d'estampes, comme on peut le voir beaucoup sur Internet, vous pouvez en voir plein. À chaque fois, c'est des trucs assez dégueulasses finalement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que après la restauration Meiji, l'influence occidentale va commencer à s'étendre un petit peu au Japon. Les yokai vont en réalité petit à petit se mêler au folklore des occidentaux qu'ils amènent avec eux et inversement. Au final, on se rend compte que c'est des folklores qui sont en réalité, mine de rien, assez semblables, puisqu'au final, nos folklores à nous, comme on l'a vu dans les différentes chroniques que j'ai faites sur le Petit Peuple, découlent finalement aussi de notre perception, on va dire, je vais mettre des gros guillemets à ça, mais païenne, donc pas animiste non plus à 100%, mais quand même un petit peu plus en lien avec la nature, et les yokai découlent aussi finalement de ça. Et de nos jours, grâce au travail justement des écrivains de l'ère Edo, les traditions des yokai ont su persister dans l'esprit des Japonais au travers de nouveaux médias qui reprennent justement les représentations des yokai, notamment à travers, comme on en a parlé au tout début, des mangas, des jeux vidéo, mais aussi parfois à travers d'internet tout court, de frais d'horreur qu'on peut retrouver sur Twitter ou d'autres choses. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que petit à petit, les yokai d'aujourd'hui ne sont pas forcément les yokai du passé, et qu'en réalité, à chaque fois qu'on avance dans le temps, les yokai représentent finalement une perception d'une époque, une perception actuelle. C'est là où l'influence, on va dire, animiste japonaise est encore très présente, c'est que nous, en Europe, on ne recrée pas de nouvelles créatures du petit peuple. Elles ont été figées finalement dans la pierre, comme j'en avais pas mal parlé avec Tolkien et d'autres grands auteurs du 19e, 20e siècle. Mais au Japon, il y a toujours cette volonté je sais pas si c'est vraiment une volonté en réalité, mais cette idée que le folklore continue d'évoluer en fait, avec leur présent à eux. Je suis pas certain qu'il y ait tant de nouveaux yokai qui Ouais, mais apparaissent. ils ont une tendance à s'actualiser peut-être d'une certaine manière, non ? En tout cas, ils sont présents au quotidien. Ils sont présents au quotidien et ils s'actualisent d'une certaine manière. Ils sont peut-être pas présents de la même manière dans le. Oui, parce qu'effectivement, ils restent, oui, comme tu le disais, ils restent effectivement présents dans toutes les histoires de différentes manières. Mais après, ça reste les mêmes. C'est pour ça, tu vois, genre que justement, les Tengu, les machins, en fait, c'est juste, effectivement, ils les modernisent, mais ça reste la même idée. Ouais, mais l'idée que je voulais faire traverser à travers ça, c'est qu'il y a une modernisation quand même de l'œuvre, ce qu'on retrouve pas chez nous, c'est-à-dire que là où au XVIe siècle à Bordeaux on pouvait faire un procès parce qu'il y a un propriétaire parce qu'il y avait des lutins, aujourd'hui maintenant ça tient plus et plus personne ne parle de lutins ou de petits peuples, tu vois, c'est des choses qui ont été totalement annihilées de notre imaginaire en fait. Ça n'existe plus. Du quotidien, des croyances. Ouais, voilà, même, c'est ça. Même de nos jours. Ouais, c'est plus ça que tu veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. À la rigueur, les seuls qui ont gardé un peu cet esprit-là, c'est surtout les Irlandais ou les Islandais, je pense, surtout aux îles du folk, où il y a vraiment cette notion. Je me souviens que Jules avait raconté cette idée que des travaux d'un barrage avaient été annulés parce que les lutins n'étaient pas contents et qu'ils pouvaient pas le faire. Voilà, donc c'est ouf ça. C'est des anecdotes qui sont dingues. Mais encore une fois, il y a peut-être un côté aussi insulaire qui peut-être aussi potentiellement jouer dans le fait que c'est des civilisations qui sont restées, mine de rien, très à l'écart aussi, qui n'ont pas eu le temps d'être figées dans une sorte de marbre total. Voilà. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que ce que vous venez d'entendre là, c'est que le début. Et il y aura plein d'autres chroniques sur les Ori, les Tengu et tout ce que vous voulez, potentiellement. Du teasing, quoi. Cool. Très cool. Donc, en fait, au final, un yokai, ça peut être un peu ce que vous voulez. C'est ainsi que s'achève cet épisode spécial
Japon. Est-ce que vous avez un dernier commentaire à faire sur tout ça? Aller au Japon, c'est cool. Aller au Japon, c'est cool. Nicolas, il y a une autre idée? Oui. tu Vivement confirmes que le Covid s'arrête pour qu'on puisse retourner au Japon. On avait dit Japon 2022, je me souviens, l'année dernière. Oui, j'y Du crois coup, est-ce de qu'on peut moins dire en moins. Japon 2023 maintenant? Japon 2023, bien sûr. Bah, maintenant, je me suis Japon résolu à mettre Japon 2002X, quoi, on verra. 2002. Ce Prenez sera la pas en technique de 2030. Maxime. Ah, ok. Voilà, c'est ça, ce sera avant 2030, c'est tout ce que je peux dire. Ah, et aussi, c'est essayer d'ouvrir vos horizons au restaurant japonais, c'est pas que des sushis, le manger Il y a japonais. aussi des gyoza. Les gyoza, oui, mais je pensais pas qu'à ça, il y a aussi plein d'autres choses super J'adore les sympas. gyoza. Mais qui n'aime pas les gyoza, je vous le Il doit y demande. avoir des gens, forcément, dans ce monde. Elia, t'as un dernier mot à nous dire? Bah ouais, vivement que ça puisse reprendre les voyages et vivement un voyage au Japon, exactement. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'en profite parce que Raph n'a pas non plus donné son dernier mot. Ah oui, effectivement. Non, je suis d'accord avec l'ensemble des personnes. C'est une culture à part. Je pense qu'il mérite D'être connu. d'être étudié ou au moins d'être visité. À l'instar des grands explorateurs, à la fois japonais finalement et à la fois européens, qui ont essayé de se rencontrer les uns les autres. Sauf Nous que devrions peut-être essayer de nous rencontrer. ils prenaient un bateau et ils faisaient l'histoire. Dans un autre cas, c'est juste des gars qui vont dans un made café, quoi. Donc bon. Le retour du pragmatisme. On vit avec, Voilà. et avec son temps. Qu'est-ce que tu veux qu'on Voilà, dise c'est ça. c'est Oui, ça. non, voilà. Mais bon, acheter des Gunpla, hein, des Gundam, c'est cool. Voilà. Et oui, c'est une invitation au voyage, ce podcast aussi, faut pas C'est l'oublier. une invitation au voyage, c'est ça, Et exactement. la découverte. Et là, c'est le Japon, et qui sait, peut-être qu'un jour, on fera d'autres pays. Pourquoi pas un pays scandinave en particulier, mais ça aussi, c'est du teasing. Et en tout cas, oui, Remarque, si dans les pays scandinaves, il y a Nico et que Nico, il arrive à nous faire une chronique sur un Japon. sur le fait qu'il y a un Scandinave qui part rencontrer un Aztèque, moi c'est bon. Je prends ce défi. Le défi a été pris, il a été entendu par tout le monde, par tous les, Bah, par tous les après- auditeurs. Ouais. Après, je pourrais faire une chronique sur Eric le Rouge et l'Amérique, Ouais, éventuellement. Trop facile, trop facile. Trop facile, ouais. trop simple. Et du coup, il est temps de mettre fin à ce. J'ai dit 3 fois du coup dans la même phrase, c'est pas grave. Il est temps de mettre fin à cet enregistrement. Je voulais donc vous remercier d'avoir bien voulu participer à cet enregistrement. On a une petite pensée pour Michael qui n'a pas pu être présent parmi nous là où il est. J'espère qu'il nous regarde et qu'il nous écoute. Rassurez-vous, il n'est pas mort, bien évidemment. Mais j'aimerais aussi remercier nos chers auditeurs qui nous écoutent, qui sont toujours là au rendez-vous. C'est chouette. Vous êtes là au rendez-vous. C'est le 23 février. Je ne l'ai pas précisé au début. C'est le 23 février parce que qu'est-ce qui se passe le 23 février déjà au Japon? C'est La fête. la fête, exactement. C'est la fête nationale du Japon. Et sur ce, chers auditeurs, nous vous disons à la semaine prochaine. La bise. Bisous. Ciao. Bye bye. Bah, on t'entend, Marc, mais on n'entend pas. Alors attends, est-ce que là ça fonctionne? On continue à parler parce que du coup on imagine, on simule des ondes. Ça a l'air d'être bon pour le vocal en Ok, tout cas. vas-y, je prends le relais. Est-ce que c'est bon pour moi? Vous m'entendez? Ça a l'air de bien enregistrer aussi. Ça a l'air d'être ok. Bon, bah c'est génial. Si tout le monde s'entend, si tout le monde va bien, c'est incroyable. Vous avez passé un bon dimanche? Alors moi, j'ai voulu récupérer un vélo, je t'avoue. C'est vrai? Le truc, c'est que les pneus étaient un peu dégonflés. Donc j'ai passé du temps à essayer de trouver un truc pour gonfler les pneus. Donc j'ai fait quelques marches dans la ville. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un pneu qui marchait plus du tout. Donc il faudrait que je l'amène chez le réparateur. Et pareil, j'arrive pas à régler la selle non plus. Donc j'ai laissé le vélo là où il était, c'est-à-dire chez ma mère. Voilà, Ah. c'était mon dimanche. Je voulais savoir comment s'était passé mon dimanche. Voilà. Mais Très en bien, fait, très bien. Nico, il n'y avait pas besoin de nous donner ta chronique tout de suite, on n'enregistrait pas encore. Merde. Bon, bah écoutez, si vous êtes chaud, on peut y aller tout de suite. Comme ça, je vous bouffe pas votre dimanche soir avec mes enregistrements, tout ça. Alors, du coup, Oh. Genre, c'est un calvaire d'être je là. me Mais de flagelle, tu vois, en même temps. Obligé. alors, tout de suite, sans transition, la chronique sur la pendaison et le suicide des Japonais au travail. Moi, juste pour précision, c'est une chronique de 10 pages. Mais j'ai pas posé mon jour de congé demain, j'aurais dû. Non, mais Marc a l'habitude, je crois. Je crois que j'ai commencé à avoir l'habitude, en effet. Je suis désolé. T'inquiète. C'est les meilleurs moments, ça. Moi, j'adore passer mes chroniques avec Nico. Je sais qu'au moins, on ne sera pas déçus. C'est vrai. Contrairement à ce que je pourrais faire. T'as vu, je me suis rattrapé parce que ça allait partir sur. Sur quoi? D'habitude, on est déçus par les autres. Ah, pour les autres. Déçus oui. par moi, bien sûr. Alors, waouh, j'ai jamais quelqu'un ramé autant. Bref, on y va, c'est parti, vous êtes prêts? 3, Non, 2... attends, 3 secondes, 3 secondes. Attends.